Bon, nouvelle saison de vidéos. L'année dernière, vous avez plus qu'aimé les threads Reddit et surtout les threads horreur. Quand je tombais sur des threads Twitter, je me disais, oh, ils vont tous m'harceler pour que je le fasse. Et ça ratait pas, je recevais 10 000 messages. Aujourd'hui, on va pas aller sur Twitter pour trouver un thread qui est en fait une fiction. Tous les threads Twitter qu'on a fait, c'était des fictions à chaque fois, qui étaient hyper cool, mais c'était des fictions. On va retourner sur le subreddit Let's Not Meet, où je le rappelle, les gens ils racontent des trucs pas très cool qu'ils ont vécu, pas forcément paranormal, mais des trucs très flippants, très creepy. On en avait déjà fait plusieurs, mais il y avait pas des nouvelles histoires qui étaient genre folles, qui étaient transcendantes, qui nous mettaient dans tous nos états, qui nous donnaient envie de ne plus dormir pendant un mois. Et ben aujourd'hui, je les ai ces histoires. Elles datent de quelques années toutes celles-là, mais je suis allé piocher très loin pour les trouver. Mais elles sont horribles. Laissez-moi vous raconter l'histoire de John. Je la déteste. John vit en Floride et ce que je vais vous raconter s'est passé 3 semaines après l'ouragan Irma. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, me direz-vous? Bah vous allez voir, ça a son importance. Quelques mois auparavant, il a divorcé avec sa femme, il a donc emménagé dans un nouveau quartier, qui est un quartier fermé dans lequel chaque maison appartient au même propriétaire ou à la même société de location. C'est un petit quartier, il y a environ 15 maisons et elles sont toutes autour d'un lac artificiel. Comme c'est un petit quartier, tout le monde se connaît, il y a régulièrement des fêtes, des petits barbecues qui sont organisés, tout le monde y va. Mais pas John, qui est très déprimé de son divorce et qui préfère pas trop aller à des événements sociaux comme ça. Mais il s'est quand même fait un pote, c'est son voisin d'à côté, qui s'appelle Steve et qui est un ancien Marines. Ça met en haleine, n'est-ce pas? Moi j'ai été happé par ce texte. Bon, on en vient au cœur du sujet. John, il a une fille qui s'appelle Alice, qui vit avec sa mère, mais qui tous les week-ends va chez son père, chez John, pour le voir. La chambre d'Alice est celle qui fait face au lac, donc la fenêtre de la chambre d'Alice est face au lac elle aussi. Et ça aussi sera son importance plus tard. Petite précision, je rappelle que dans les fenêtres aux US, t'as souvent une moustiquaire, vous savez, un filet, donc on peut pas passer à travers puisqu'il y a la moustiquaire qui bloque. Bon, John explique que comme tous les papas du monde, il est fou amoureux de sa petite fille, il compte les jours, la semaine, parce qu'il a hâte d'être le week-end et de la voir, et il a la haine qu'il y a eu l'ouragan Irma parce que ça l'a empêché de voir sa fille pendant 3 semaines. Bref, Irma est passé, le courant revient à la normale, tout le monde a de l'électricité, a tout le confort dont il a besoin, y compris John qui accueille de nouveau sa petite fille chez lui tous les week-ends et qui est au paradis. Sauf que cette fois, il se passe des trucs très bizarres. Alice a commencé à se plaindre auprès de John de la chanteuse qu'elle n'aimait plus et qu'elle ne voulait plus voir. Rien que ça. Alors bien évidemment, John, il rationalise le truc, donc il a d'abord pensé qu'elle parlait soit de son ex-femme, soit d'un professeur à l'école, soit d'une copine, enfin d'un truc comme ça. Sauf que dans la nuit du samedi au dimanche, Alice se réveille en hurlant comme si elle avait vu un meurtre. Il n'y a rien de pire pour un père que ça, je pense. Le coup de pression est total. John, héroïque, court dans la chambre d'Alice pour voir ce qui se passe, il allume la lumière, et il voit sa fille cachée sous sa couette en train d'hurler. Alors il lui demande ce qui s'est passé, et Alice répond de la pire manière possible. Elle montre un coin de la chambre du doigt, et elle dit « Regarde ». Moi je ne regarde pas le coin, je prends Alice, je saute par la fenêtre et je déménage. Bon, John a plus de courage que moi apparemment, il regarde le coin et il y a rien du tout. Ni dans le coin, ni sous le lit, ni dans le placard. Vraiment le truc classique du film d'horreur, il n'y a rien. Mais Alice insiste et lui dit, il y avait la chanteuse et je veux pas qu'elle revienne, s'il te plaît papa, fais en sorte qu'elle revienne pas. Mais enfin les fantômes ça n'existe pas, arrête Alice. John s'est dit que c'était une mauvaise nuit, ça arrive, il y a des nuits on fait plein de cauchemars, du coup il l'autorise à dormir avec lui. Et pour le moment il réalise pas à quel point c'est grave ce qui se passe. Mais il a quand même de l'instinct parce que le lendemain, il va faire un truc très malin, il va aller acheter un babyphone. Vous savez, c'est comme des micros en gros. Il y a un micro dans la chambre du gamin et le parent entend tout ce qui se passe dans la chambre. Il achète ça juste pour rassurer Alice, pour lui dire que voilà, il entendra tout ce qui se passe et que s'il y a le moindre problème, il sera là en 1 seconde et qu'elle n'a plus à s'en faire ou à avoir peur ou à être stressée par cette histoire. Les babyphones sont installés, Alice s'endort, elle fait une nuit calme et paisible, tout se passe bien. Et John pense que tout ça, ça appartient maintenant au passé et que ça n'arrivera plus. Quelle erreur! Le week-end d'après, Alice ne peut pas venir chez John parce qu'elle est tombée malade. Elle a chopé un petit virus qui traînait à l'école. Et tant mieux d'ailleurs. Je pensais pas dire ça un jour, mais tant mieux qu'elle soit tombée malade. Samedi soir, 2h du matin, John se réveille parce qu'il y a du bruit, une voix féminine qui fredonne des comptines dans le babyphone. Il est bien réveillé, il ne rêve pas et il entend quelqu'un fredonner des comptines dans la putain de chambre de sa fille. Il explique qu'il a été pris d'une peur totale et encore plus lorsqu'il a entendu la personne dire la phrase suivante: Alice, es-tu réveillée? John, il saute de son lit et il verrouille la porte de sa chambre parce qu'il sait que sa fille court pas un danger puisqu'elle n'est pas là. Elle est restée chez sa mère parce qu'elle était malade. John prend son portable, il appelle son voisin Steve qui kiffe les armes à feu et qui est un ancien Navy, je vous le rappelle, et il lui explique qu'il entend une meuf chanter des berceuses dans la chambre de sa fille. Steve, il part au quart de tour, il sort de chez lui. À partir de là, John sort enfin de sa chambre, il court devant pour rejoindre Steve et il voit Steve en train de pointer avec une arme une meuf qui est accroupie par terre et qui était la meuf qui s'amusait à chanter des berceuses dans la chambre de sa fille. Toutes les fois où Alice a dit à John qu'elle voulait plus que cette personne vienne chanter des berceuses, etc., c'était pas des cauchemars, c'était bien réel. Il y a bien quelqu'un toutes ces nuits qui s'est infiltré chez John et qui a chanté des trucs à sa fille. C'est horrible, tu dois dire putain ma fille elle était en danger, elle m'a prévenu mais je l'ai pas cru. Tu dois culpabiliser comme jamais, c'est horrible. Alors qui était cette personne? C'était Jean, la femme du mec qui entretient le quartier. C'est une meuf qui fait des patrouilles pour assurer la sécurité des gens du quartier. Et du coup, quand ils l'ont grillée et qu'ils lui ont dit qu'est-ce que tu foutais, elle s'est défendue en disant non mais je faisais une patrouille, j'ai cru voir quelqu'un entrer dans la chambre de votre fille. Alors que bien entendu ces patrouilles elle les fait pas du tout à 2h du mat, hein, elle les fait le soir bien avant 2h du mat. Enfin bon voilà,
une rencontre extrêmement creepy qui a dû se traduire par un gros sentiment de culpabilité pour John, et c'est ça qui est horrible dans cette histoire. C'est vraiment ton enfant te dit un truc et tu rationalises, mais non, t'inquiète, tout va bien, t'inquiète, sauf qu'il avait raison. Et du coup, tout ça a fini par l'installation de barreaux à la fenêtre de la chambre de Alice pour que ça n'arrive plus jamais. C'est triste d'en arriver là, mais je pense que quand ça t'arrive, tu mets des barreaux, tu mets de l'acier, tu mets tout ce qu'il faut pour être tranquille. Bref, ça décale de 6 ans et demi environ le moment où j'aurai un enfant. Alors, laissez-moi maintenant vous raconter l'histoire de Tom, qui est une histoire qui va vous être un petit peu plus familière, parce que ça s'est passé dans les bois, et il a vécu ce qu'aucun d'entre nous n'a envie de vivre. Je sais pas si vous êtes déjà allé camper en forêt, en colonie, ou juste de par vous-même, parce que vous avez envie de vous taper un petit kiff. Forcément, on a peur. Il y a plein de petits bruits partout, ça fait flipper. Et parfois même, on fait des rencontres cheloues. Tom décide d'aller camper en forêt avec 3 de ses potes, Bennett, Kyle et John. C'était peut-être même le John de l'histoire d'avance, il a vraiment pas eu de chance dans sa vie. Il explique que c'est un délire qu'ils font pour renouer les liens. Chaque année, ils vont en forêt, ils vont camper, parce que depuis qu'ils sont plus à l'université, bah ils se voient beaucoup moins, mais ça leur manque. Le premier jour, tout s'est passé nickel, ils arrivent, beau soleil, ils mettent en place le feu de camp, les tentes. Le soir, ils boivent un petit peu de trucs non alcoolisés, parce que c'est meilleur pour la santé, et ils vont dormir en ayant passé une merveilleuse journée. Bref, tout va bien, y a rien à dire. Le lendemain, pareil, toute la journée, tout se passe bien, ils arrivent en milieu de soirée, et là, ils font un petit jeu pour s'amuser, que je trouve un peu atypique, mais bon. Ils se plaquent au sol en boucle, et ça les fait marrer. Et dans la bataille, en plein délire de potes, John se fige et dit aux autres: vous avez entendu? Entendu quoi, John? Pierre, il fait un petit plaquage à John pour lui remettre les idées en place. Il continue à se plaquer. C'est bizarre ce jeu, je comprends toujours pas. 10 minutes plus tard, ils sont crevés à force d'avoir fait ce petit jeu et ils décident d'aller se poser dans la tente. Et là, Tom entend un petit ricanement. Comme ils étaient tous un peu pompettes, Tom se dit que c'est l'un de ses potes qui ricanait pour ce qui s'était passé avant, etc. Il demande aux autres s'ils ont entendu ce qu'il vient d'entendre. Les autres lui disent: mais non, c'est toi qui as rigolé. Lui, il dit: mais non, c'est pas moi qui ai rigolé. Et après un petit blanc de 4 secondes, ils vont tous en courant dans la tente. D'ailleurs, ça me fait rire ce réflexe parce que rares sont les moments de ta vie où tu es aussi vulnérable que dans une tente. En fait, c'est vraiment l'endroit où tu ne vois rien de ce qu'il y a autour, mais tout ce qu'il y a autour sait où tu es. Je déteste ça. Tom, il prend la putain de hache qu'ils ont, qui est la seule arme qu'ils ont sur le campement, le seul truc avec lequel il peut se défendre, puisqu'ils avaient ça pour couper du bois et faire du feu. Petite précision, Tom et ses potes là, ils sont pas allés camper, vous savez, dans des endroits qui sont dédiés à ça, où du coup il y a plein d'autres campeurs, il y a du passage, etc. Là, ils sont juste allés au bord d'une forêt en voiture, ils ont marché 1,5 km vers le milieu de la forêt et ils ont foutu leur campement là. Ce qui veut dire que si t'entends quelqu'un rire et que c'est pas quelqu'un de ton groupe, ce n'est pas du tout normal. Et en plus, comme c'est pas prévu pour les campeurs, il y a pas de réseau. S'il y a un problème, tu es baisé. Vous êtes assez oppressé, c'est bon? Moi, c'est bon, je suis pas mal là. Les dizaines de minutes passent et Tom, vu qu'il était un peu pompette, il s'assoupit et il s'endort. Il est réveillé 1 heure plus tard par le même putain de rire qu'ils ont entendu avant. Après quelques secondes, il voit un doigt qui appuie sur la tente. À partir de là, il sait qu'ils ont pas halluciné et qu'il y a bien quelqu'un qui est là. La personne fait le tour de la tente et arrive au niveau de l'entrée. Et là, s'écoule plusieurs secondes sans qu'il ne se passe rien. La personne ne bouge plus, les gars dans la tente ne bougent plus et tout le monde est probablement en PLS à espérer que tout se passe bien. Et d'un coup, Bougadi Bougadi! Je suis désolé si vous avez eu peur, mais c'est ce qu'ils ont vécu. La personne secoue la tente en criant Bougadi Bougadi. Ok! Cal se réveille en hurlant et le mec qui est à l'entrée de la tente rigole très fort de nouveau et se casse. Tom et ses amis ont passé le reste de la nuit à ne pas dormir. À peine le soleil se lève, Tom et ses potes courent à la voiture. Ils ont vite détalé et ils ont heureusement pas du tout croisé quiconque sur le chemin. Donc ils ne savent pas qui est venu cette nuit-là, quelles étaient ses intentions et surtout est-ce qu'il leur serait arrivé quelque chose s'ils étaient sortis de la tente quand le gars était là. Plein de questions sans réponse. Par contre, il y a une question qui reste pas sans réponse. Est-ce qu'ils ont refait du campement? Oui! Sauf que maintenant ils vont dans les fameux spots à camping où il y a des espaces dédiés du coup pour le camping. Et là on voit que c'est des Américains. Tom maintenant amène toujours une arme à feu. Toujours il a avec lui un gun. Il y a pas plus ricain. Bon, morale, quand vous allez camper, faites pas n'importe quoi. N'allez pas au milieu d'une forêt pour vous faire kiffer, blablabla. C'est mieux d'aller dans des spots prévus pour. Vous éviterez les grosses frayeurs comme Tom et ses amis cette nuit-là. Ça l'a vraiment traumatisé et je pense effectivement pour avoir déjà fait du camping que si ça m'arrivait, bah je serais traumatisé à tout jamais. Bon, dernière histoire qui est trop chelou. C'est une mécanique qu'on a jamais vue avant. C'est gratuit. Il s'est mangé un truc gratuit dans la gueule qui n'a aucun sens. Alors, Noah, c'est un mec qui a 17 ans. Ses parents sont partis en congé pendant 1 mois et il vit dans un petit quartier agréable, plutôt éloigné des autres quartiers qui sont autour de celui-ci, et il s'y plaît grave. Comme pour John, comme c'est un petit quartier, il y a souvent des petits événements qui sont organisés pour réunir tous les voisins. Noah, il connaît donc presque tous les habitants de son quartier, il peut presque donner le nom de tout le monde d'ailleurs. Et c'est un quartier qui est très calme, genre après 21h, il y a plus de bruit, il y a plus personne dehors parce que c'est que des familles. Et voilà, c'est très posé. Noah, son kiff dans la vie, c'est les peintures en aérosol. Un soir à 22h, il décide qu'il a envie d'en faire et du coup, il va dans son garage. Pourquoi? Parce que c'est la zone la mieux ventilée de toute sa maison. Bref, 22h, Noah commence à tendre une toile pour peindre et là quelqu'un se pointe devant son garage. Noah l'a entendu arriver, donc il s'apprête à lever les yeux et à dire bonjour à un voisin, sauf qu'il lève les yeux et il voit quelqu'un qu'il ne reconnaît pas. Il décrit le gars comme étant un mec de 1m90, maigre et qui semble parfaitement normal. Noah ne le connaît pas, mais il explique que comme c'est un tout petit quartier, ils sont très sympas les uns avec les autres, y compris avec les gens qui connaissent pas. Donc Noah a pas de raison de se méfier, ça fait 17 ans qu'il est sur la planète et 17 ans que bah tout va bien, il fait la discuter avec des inconnus, tout se passe bien. Donc il lui dit salut mec, comment ça va?
Ce qui est une manière plutôt cordiale d'entamer la conversation, je vous l'accorde. Le gars se présente donc à Noah, il dit qu'il s'appelle Xavier et qu'il vient d'emménager dans la maison à l'angle de la rue. Noah connaît la famille qui habite dans la maison dont parle Xavier et il lui dit donc: ah, t'habites chez les Miller. Et Xavier explique à Noah qu'en fait c'est ses cousins et qu'ils ont accepté de l'héberger jusqu'à ce qu'il règle quelques trucs. Honnêtement, pour le moment, il y a pas de quoi se méfier. Xavier va ensuite dire: je ferais mieux de partir, je dois faire quelque chose. C'était sympa de vous rencontrer, Noah. Attends, mais Noah il s'est jamais présenté? Comment le gars le connaît? Mais Xavier lui dit que les Miller lui ont beaucoup parlé de lui. Ok. Alors nous ça peut un peu nous choquer, mais pas Noah, parce qu'en fait il est assez proche des Millers, il a même gardé des enfants à eux quand il était plus jeune. Donc oui, c'est fortement possible qu'ils aient parlé à leur cousin de Noah. Le lendemain, dimanche, Noah c'est un BG, il décide d'aller faire un petit footing vers son lycée qui se situe environ à 5 km de chez lui. Et pendant qu'il court, il y a une voiture qui se met à rouler à sa hauteur, et au volant bien entendu c'est Xavier. Xavier propose à Noah, qui est assez loin de chez lui, 5 km, de le ramener. Noah décline l'offre, il explique qu'il kiffe courir, qu'il va rentrer en courant, il adore ça. Et Xavier lui propose d'aller boire un café. Noah est très fermé, et Xavier veut absolument que Noah monte dans cette voiture, c'est inquiétant. Et là, Xavier ouvre la porte passager, fait un geste de la main à Noah pour lui indiquer de monter, et il se met à gueuler. Il lui dit: viens, monte dans la putain de voiture, tranquille. Pas tranquille du tout, j'ai refusé 5 fois. Bon, là Noah, il voit que Xavier est un peu insistant, et du coup, il décide de prendre la fuite, de lui dire: c'est ciao, j'ai des amis qui m'attendent à l'école, et il trace à son école. Il y appelle un ami pour qu'il vienne le chercher, et il voit au loin la voiture de Xavier, qui est d'ailleurs toute cabossée, se barrer. Quelques jours plus tard, il y a un barbecue chez des voisins. Tous les voisins y vont comme d'hab, y compris les Miller. Noah va les voir, parle avec eux, et au bout d'un petit moment, il leur dit: au fait, j'ai rencontré Xavier. Ce à quoi ils répondent: qui est Xavier? Les Miller ne connaissent aucun Xavier et encore moins un certain Xavier qui aurait emménagé chez eux et qui serait leur cousin. Donc le mec que Noah a déjà vu 2 fois est un pur mytho. Dans le quartier, il y a un voisin qui est policier qui s'appelle Paul et du coup, les Miller et Noah vont prévenir Paul de ce que Noah a vécu. Paul peut pas faire grand chose, il dit juste à Noah de l'appeler s'il le croise, s'il le voit au loin, s'il y a le moindre problème, qu'il hésite pas. Il s'engage aussi à faire des patrouilles pendant plusieurs semaines dans le quartier en espérant tomber sur ce fameux Xavier et découvrir quelles sont ses intentions en fait, parce que c'est un gros mytho. À partir de là, pendant 2 semaines, plus aucune nouvelle de Xavier. Noah ne le croise plus, ne le voit plus, il pense que c'est du passé, qu'il s'est définitivement barré avec sa voiture cabossée, sauf que non. Un soir, Noah rentre assez tard de chez un ami. Il va dans sa cuisine, commence à se faire à manger, et là il entend quelqu'un qui frappe à la porte. Dans le doute, il regarde dans l'œil de la porte. Et qui y voit? Ce cher Xavier. Il sait que Noah est là puisqu'il l'a entendu venir vers la porte d'entrée, et du coup il lui dit qu'il s'excuse, qu'il voulait pas s'énerver, qu'il passait une mauvaise journée, et bref qu'il a merdé. À ce moment précis, Noah se chie totalement dessus. Il aimerait hurler et dire à Xavier de dégager, le menacer d'appeler la police, etc. Sauf qu'il y a rien qui sort. Vous savez, c'est ces moments horribles où tu sais ce qu'il faut faire et tu le fais pas parce que t'es tétanisé par la peur. C'est horrible. Xavier enchaîne, lui répète qu'il s'excuse et il lui demande d'ouvrir la porte. Il lui dit qu'il lui fera aucun mal, il veut juste que Noah il ouvre la porte. D'ailleurs, il essaie de l'ouvrir lui-même, sauf que la porte est verrouillée, donc il peut pas rentrer. Comme la dernière fois en voiture, il se met à s'énerver, il se met à crier sur Noah pour qu'il ouvre la porte. Et pendant ce temps-là, Noah il est derrière la porte et il est tétanisé. Il est là à se faire crier dessus par un mec qu'il connaît pas, qui essaie d'entrer chez lui par effraction. C'est quoi cette situation de merde? L'enfer. Xavier continue à brûler la porte, à lui dire d'ouvrir et à dire: ils nous attendent. Ils nous attendent. Est-ce que ces mots font peur? Oui. À ce moment-là, le chien de Noah percute enfin qu'il y a un truc anormal qui se passe. Il descend de l'étage et il se met à aboyer sur la porte. Là, on se dit, bon, présence d'un chien, ça fait toujours flipper un mec qui veut rentrer chez toi et qui veut te voler des trucs ou qui veut te kidnapper, tout simplement. Pas du tout. Xavier se met à rigoler et il dit: ils m'ont jamais dit que t'avais un chien. De qui il parle, mec? Grâce aux aboiements de son chien, Noah il reprend ses esprits. Il fonce dans le garage parce qu'il se souvient qu'il y avait laissé son téléphone. Il le prend et il appelle Paul, le fameux flic du quartier. Il y a un petit temps qui passe entre le moment où il appelle et le moment où Paul et la police arrivent. Et du coup, quand ils sont arrivés sur place, Xavier était plus là. Aucune trace de Xavier. À partir de là, Paul il part vivre quelques jours chez les parents d'un pote à lui, avec son pote, parce que c'est un peu traumatisant ce qu'il vient de vivre quand même. Et il revient quelques jours plus tard, une fois que ses parents à lui ont changé toutes les serrures et portes de la maison. Ils ont pris 0 risque et ils ont eu raison. Noah n'a plus jamais eu de nouvelles de Xavier. La police a continué pendant 1 mois à faire des patrouilles très régulières dans le quartier. Ils sont jamais tombés sur lui. Et du coup, Noah ne sait toujours pas ce que ce gars lui voulait. Et c'est la question moi aussi que j'ai. C'était qui? Bordel! Qui fait ça? Les amis, c'est la fin de ces 3 histoires d'horreur. Elles étaient assez longues aujourd'hui, mais en même temps, plus le temps passe, plus les histoires qui m'affectent sont celles qui sont assez longues. Parce qu'il y a beaucoup de détails, beaucoup de contexte, et c'est là où je suis dedans, quoi. Je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. S'il y a des moustiques, laissez la fenêtre fermée. Parce que la petite moustiquaire là, les gens passent à travers, puis ils chantent des chansons à vos enfants. À bientôt, et comme toujours, passez une douce et agréable nuit. Bonne chance!
You're gonna be scared. Vous êtes décidément accro à tous ces vidéos d'histoires d'horreur, de trucs paranormaux, etc. Vous aimez ne pas dormir, c'est bizarre, vous aimez vous faire du mal. Vous aimez vraiment souffrir, c'est bizarre. Écoutez, après m'être fait harceler par énormément de gens parmi vous, j'ai décidé de refaire une vidéo horreur. C'est même pas je me suis fait harceler, c'était une prise d'otage. Vous m'avez pris en otage, vraiment. Vous m'avez menacé. Eh, on se calme. Y a pas tout le temps des trucs flippants cool à raconter, ok? Alors je prends mon temps. Les 2 ou 3 dernières vidéos de ce genre, on était sur le subreddit Let's Not Meet, où des gens témoignent de trucs un peu flippants, voire très flippants qui leur sont arrivés, de vraies histoires. Aujourd'hui, on retourne sur un format un peu plus vieux, le format thread Twitter. On avait d'ailleurs commencé ce format avec des threads Twitter. Et oui, je vous le rappelle. Et ben écoutez, aujourd'hui, on revient aux sources avec un nouveau thread qui est français. Oui. Et qui est, je trouve, excellent. Bref, c'est parti pour le thread de Elgatera, qu'on va appeler Michael tout au long de l'histoire pour des raisons de clarté. Et à la fin, on ira tous sur des forums obscurs pour en savoir plus sur tout ça parce que ça va nous faire bien bader. Michael explique qu'il a remonté récemment de sa cave une malle pour s'en servir comme élément de déco ou comme support. Comme il dit, tout va bien, me direz-vous. Et je suis déjà pas d'accord avec lui. Ne montez pas une malle qui est dans votre cave depuis un siècle pour faire la déco de votre chambre. C'est pas un bon plan, vraiment. Il explique que récemment, elle s'est mise à faire du bruit. La putain de malle, qui n'est pas une bonne décoration en plus, vraiment. Il dit être formel, il y a du bruit qui vient de l'intérieur de la malle, aussi chelou que cela puisse paraître. Ce serait trop simple qu'il puisse l'ouvrir tout de suite, Michael précise qu'elle est verrouillée par un cadenas, dont à sa connaissance personne n'a la clé. Nickel, du bruit qui vient d'une malle qui était dans sa cave depuis un siècle et personne n'a de clé. Génial. Il va ensuite décrire un peu la malle en expliquant qu'elle fait environ 1,20 m de long, qu'elle est très ancienne et qu'elle date probablement d'avant-guerre. On est donc sur un vieil objet, vraiment. Quelques minutes plus tard, Michael est surpris par un nouveau bruit qui vient de l'intérieur de la malle. Il décrit un peu le bruit et c'est apparemment une sorte de mélange entre un coup, un craquement et un bruit d'ongles qui gratte. Aucun de ces 3 bruits n'est rassurant. Aucun. Bref, la nuit passe, Michael réussit à dormir en précisant qu'il a réussi à s'endormir à partir du moment où les bruits ont stoppé. Voilà l'intro et maintenant on va suivre l'histoire sur plusieurs jours parce que Michael a fait des tweets quasiment tous les jours à propos de cette histoire-là qui a vite dégénéré. Le lendemain, Michael dit avoir passé une très bonne nuit et il revient sur ce qu'il a dit la veille en expliquant que c'est pas un cadenas qui ferme la malle mais que c'est une serrure directement incorporée dans la malle. Eh, Michael, on s'en bat les couilles. Tu te sois trompé, l'erreur est humaine. Parle-nous de la malle. C'est quoi cette malle, bordel? On a le droit à une photo et la malle ressemble à ça. Rien d'étonnant, c'est vraiment une malle classique. Il y a 2 petits trous de serrure, une qui est verrouillée, l'autre qui semble avoir été forcée, d'après les dires de Michael. Et il soulève un point intéressant. Pourquoi il y a qu'une serrure qui a été forcée et pas l'autre? Pourquoi la personne s'est arrêtée en si bon chemin? Les gens vont répondre à Michael en lui disant: écoute, enregistre le bruit que t'entends qui vient de la malle pour qu'on puisse essayer de trouver ensemble, pour qu'on puisse t'aider à trouver une explication rationnelle par rapport à ce bruit, à trouver ce que c'est et que t'arrêtes de chier dessus. Notre ami a donc une bonne idée, c'est de mettre son téléphone en mode dictaphone et de le poser à côté de la malle toute la nuit pour le lendemain dérush un truc de je sais pas combien d'heures et essayer d'y trouver le fameux bruit qu'il a entendu à multiples reprises et qui vient de l'intérieur de la malle. Et Michael se réveille tranquillement à 11h30, le bâtard, il nous fait attendre. Il explique qu'il avait une soirée la veille, etc. Mais ça a marché, il a 3 heures d'enregistrement. Je sais, vous êtes déçus, moi aussi, l'enregistrement s'est arrêté au bout de 3 heures. Mais il a quand même réussi à choper 2-3 moments où il y a eu des craquements et des coups qu'on peut entendre en mettant le son très fort. Écoutons ça. Ah, c'est le craquement moi qui me dérange là. Ça se trouve dans la malle il y a juste un doigt comme ça coupé qui fait ça. C'est horrible. Bon, Michael, on t'aime, on passe un bon moment tous ensemble. Mais maintenant tu prends ce qu'on appelle un marteau, un pied de biche et tu frappes sur ta malle pour l'ouvrir, s'il te plaît. Merci. Fallait le faire 24 heures plus tôt mais c'est pas grave, c'est bien. Ouverture de la malle et ce qu'il y a dedans c'est des papiers. Vous êtes déçus? Moi aussi. Quelques heures plus tard, Michael revient avec pas mal d'infos, c'est les heures qu'il lui fallait pour décortiquer tout le contenu de la malle. Dans la malle, il y avait apparemment des vieux papiers, des notes, des cartes, des dessins, apparemment pas mal effacés à cause du temps qui est passé, et aussi 3 objets. Michael ouvre le premier, prend des photos et les partage avec nous, et on peut voir que c'est un livre avec un trou dans la couverture, une vitre, et de l'autre côté de la vitre se trouve une sorte d'objet rougeâtre qu'on peut vaguement apercevoir, mais c'est pas très net. Dans le deuxième, il trouve une vieille montre et un bol avec une bougie au milieu. Et dans le troisième, le truc le plus chelou, une boîte recouverte de plomb. Alors, bien évidemment, tout le monde lui demande d'ouvrir cette fameuse boîte pour qu'on voit ce qu'il y a dedans. Et c'est ce que Michael va faire, et ce qu'il y a dedans, c'est incompréhensible. Il y a un petit flacon posé dans du sel, dans lequel se trouve un petit objet suspendu à l'aide de ce qui a l'air d'être un cheveu, et le tout est scellé par une sorte de feuille de métal qui fait le tour. Bref, c'est l'objet le plus énigmatique de tout ce qu'on a pour le moment. Et sous le sel qu'il y avait dans la boîte, se trouve une photo de poisson.
Mec, ça fait combien d'interrogations d'un coup là? 8. Elle vient d'où cette malle qu'il y avait dans ta cave? C'est quoi l'histoire de cette malle? Qu'est-ce qu'elle fout là? Demande à tes parents, à quelqu'un. Et c'est ce que va faire Michael, il va appeler son père. Et ce dernier va lui raconter que la malle appartenait à son arrière-grand-père. Ce qui est plutôt crédible, puisque c'est vrai que souvent dans les caves ou dans son grenier, on a des objets qui peuvent dater parfois de 1 ou 2 générations. Il y a des trucs comme ça de famille qui se transmettent de génération en génération. Mais moi, il y en a dans ma famille. Sauf que c'est pas des objets maudits comme celui-là a l'air de l'être. Et apparemment, l'arrière-grand-père de Michael était dans l'armée et il a donc beaucoup voyagé. Ce qui, selon lui, expliquerait la présence de cartes, de notes, de tout un tas de trucs dans cette malle. On a donc 3 éléments et on sait pas ce que c'est. Et là, du coup, les tweetos vont se lancer dans une grosse recherche pour apporter des infos à Michael pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que tous ces trucs. Tout d'abord, il y a quelqu'un qui a reconnu la page du bouquin qu'on voit et ce serait celle d'un vieux bouquin de 1886 qui s'appelle Le Monde avant la création de l'homme, écrit par Camille Flammarion. Et ce serait apparemment un gros bouquin qui compile 900 gravures. Mais à côté de ça, plein de gens vont dire à Michael qu'une boîte de plomb, c'est pas anodin et c'est souvent utilisé en sorcellerie pour confiner une entité. Yes! Le mec a une relique des frères Warren chez lui. Et il a ouvert le con. Il explique que lui, ça correspond pas à ses croyances personnelles. Il croit pas trop à tout ce délire de sorcellerie, de tout ça. Mais il admet quand même que la présence de sel le met sur la piste d'une sorte de sortilège. On en sait donc plus sur 2 colis, celui dans lequel il y avait le livre, celui dans lequel il y avait la boîte en plomb. Mais celui dans lequel il y avait la montre et le bol avec une bougie dedans, on comprend toujours pas. À partir de là, on n'a plus de news de Michael jusqu'en début de soirée, où il explique qu'il lui est arrivé un truc très badant. Il explique être parti faire ses courses et que sur le chemin du retour, quelqu'un l'a suivi. Ok, est-ce que t'es parano parce que t'as ouvert un truc maudit? Peut-être. Est-ce que c'est l'esprit que tu viens de libérer en ouvrant cette putain de malle qui est en train de te hanter? Peut-être. Oh, je suis heureux de pas avoir de mal dans ma cave là. Qu'est-ce qu'on est bien. Arrivé devant son immeuble, Michael s'est retourné pour regarder le gars qui soupçonne de l'avoir suivi. Et le mec a apparemment immédiatement détourné le regard et il a fait genre d'être sur son téléphone. Voilà, comme n'importe quel mec qui panique quand il se fait prendre en flag. Du coup, notre ami va mettre un petit warning sur Twitter en mode bon, on a tous des théories, on essaie tous de trouver des explications rationnelles à ce qui se passe, mais par contre, je veux pas que ça atteigne ma vie privée, donc faites pas des blagues de genre, c'est pas drôle. Si quelqu'un a trouvé mon adresse, bah c'est juste pas marrant. Bref, il met un gros stop aux potentiels gens qui seraient allés trop loin dans le délire. Mais ça, c'était avant de recevoir un message sur Twitter un peu creepy. Et oui, le lendemain, Michael reçoit un message privé sur Twitter d'un compte qui s'appelle Est etiam nuper ad tergum, ce qui ressemble clairement à du latin. Et le latin, c'est comme la bougie et l'horloge bloquée, ça fait partie des éléments où c'est non, on ne veut pas ça. Ce compte lui a envoyé une vidéo et le message 333 à 3h33 dans la nuit. Alors, la vidéo est dégueulasse, mais on comprend ce qui se passe. Quelqu'un a filmé Michael à travers sa fenêtre. Michael envoie une frontale à ce mec en lui disant: alors je sais pas si tu m'entends, ça le merde, mais si tu recommences, j'appelle les flics. Michael soupçonne l'hypothèse d'un pote qui lui fait une blague. Vu que le thread a pris un peu d'ampleur et qu'il a fait 1700 retweets, c'est possible. On a tous des potes un peu qui vont loin dans la blague, des gros déconneurs. Sauf que, il trouve que la blague est pas drôle. Et la phrase en latin veut dire: il est trop tard pour reculer. Moi, je suis Michael, je remets tout dans la malle, comme ça, je la mets dans du feu et je change de pays. Parallèlement, quelqu'un va lui expliquer que 3h33, on appelle ça l'heure du prince et ça fait référence à Satan. Alors, cette personne précise qu'elle a aucune idée de si c'est un rapport, si c'est fait exprès ou pas. Mais voilà, elle lâche l'info comme ça. Elle met Michael en PLS et puis elle s'en va comme ça. Apparemment, à cette heure-là de la nuit, l'écart entre le monde des vivants et celui des esprits devient beaucoup plus ténu, ce qui peut permettre d'entrouvrir la porte à certains esprits malveillants comme les démons ou les fantômes. C'est l'opposé de 3h de l'après-midi, l'heure des miracles, qui est traditionnellement considérée comme l'heure de la mort du Christ sur sa croix. Ok. Une autre personne qui déclare être sataniste va demander à Michael si le bol et la bougie dégagent une odeur qui lui semblerait familière. Et effectivement, d'après notre ami, le bol dégage une odeur de soufre. Ce qui veut dire, selon notre utilisateur sataniste, qu'il y a peut-être eu une invocation étant donné que le soufre est lié dans cette culture-là à une invocation. Moi, je connais rien à tout ce délire, ça me fait bader et je veux pas connaître. Je n'ai pas envie de connaître. Que ce soit vrai ou faux, je n'ai pas envie de savoir. Ça me fait peur dans les deux cas, c'est horrible. Et il va pas s'arrêter là, le gars, il va lui expliquer que, en gros, quand un sorcier conclut un pacte avec le diable, il reçoit une puissance extraordinaire et en échange de ce pouvoir, il doit renier le baptême et livrer son âme au démon pour l'éternité. Vous savez, les fameux pactes avec le diable qu'il y a eu dans je sais pas combien de films. Et une fois ce marché conclu, Satan serait lié à son tour et serait forcé d'obéir pour un temps déterminé. Et pendant ce temps, il se laisserait par exemple enfermer dans des objets comme des malles. Ah oui. Bref, vous l'avez compris, tout le monde parle de sorcellerie à Michael. Il y a tous les indices d'un délire de sorcier: le sel, l'odeur de souffle, la bougie, la montre arrêtée, tout. Mais malgré tout, la nuit passe et elle se passe plutôt bien puisqu'il n'y a aucun bruit qui vient de la malle. Les choses semblent s'être calmées. Jusqu'au lendemain, peu après minuit, où Michael entend quelqu'un toquer à de multiples reprises à sa fenêtre. Il décide de sortir et de filmer pour avoir une preuve à montrer à la police, puisque souvenez-vous, il avait dit qu'il appellerait la police si quelque chose se repasse dans la vraie vie. Et c'est le cas cette fois-ci. Et je vous laisse regarder cette vidéo.
un mec capuché qui semblait fuir et qui, en voyant Michael le poursuivre, a décidé de ne plus fuir, de faire l'inverse, de défuir et de rusher vers Michael. Rassurez-vous, il va bien, il a réussi à rentrer chez lui avant de se faire choper et il a fermé à double tour sa porte d'entrée. Et cette fois c'est bon, il décide d'aller voir les flics le lendemain. Pourquoi le lendemain? Parce qu'il veut pas y aller à des heures où il y a personne dehors. Il veut y aller quand il y a du monde, ça le rassure, il est un peu en PLS, il devient un peu parano. Mauvaise nouvelle, Michael est allé voir les flics et ils lui ont juste dit ok, on peut rien faire pour toi. Effectivement, avoir une vidéo d'un mec qui court vers toi et qui est capuché, bah les flics ils peuvent rien faire, ils vont te dire ah merde, bah si ça se reproduit et que t'as plus d'infos, viens nous voir. Mais là ça suffit pas. Et l'après-midi, il prend la meilleure décision. Il va voir un prêtre. Ah, il était temps. Sauf qu'une heure plus tard, il est deg et il traite le prêtre d'incompétent parce qu'il lui aurait juste dit viens prier ce soir, Dieu te protégera. Moi je suis agnostique donc je ne connais rien du tout à la religion. Mais en même temps, tu voulais qu'il fasse quoi ce prêtre? Tu veux qu'il vienne changer ta serrure? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse à part te dire ça? En vrai. Bref, la nuit passe, une nouvelle journée commence et là c'est un déferlement de mauvaises nouvelles et on approche en plus la fin du thread au moment où je fais la vidéo. Michael explique qu'il arrive plus à dormir, il pense que tout ça a un impact de ouf sur sa santé mentale. Il va même expliquer qu'il s'est surpris à se parler tout seul, ce qu'il ne fait apparemment jamais, et il aurait cherché pendant plusieurs heures la provenance d'une odeur de poisson pourri dans son appart. Le latin. Je suis chiant mais vraiment, le latin, la montre, la bougie, l'odeur de poisson pourri. Run away! Bref, il prend une décision importante cette fois, il va passer quelques jours chez une amie à lui et il a une bonne idée, qui est en réalité une très mauvaise idée, c'est d'emmener les colis ainsi que les cartes qu'il a trouvées dans la malle. Tu t'es hanté tout seul et en plus tu vas hanter tes amis. Bien joué. Il explique que si ce à quoi il pense est correct, alors il aura besoin des cartes et du reste. Mais à quoi il pense? Eh ben écoutez, je sais pas. Et en plus on va pas avoir de nouvelles pendant 48 heures à partir de là. Mais il va quand même finir par nous en donner et nous expliquer tout d'abord qu'il va mieux, qu'il a profité de sa quiétude pour se reposer, qu'il a pu faire le point sur la situation. Il va aussi en profiter pour remercier tous les gens qui lui ont apporté des informations, qui ont essayé de l'aider, de le tirer de là, et que toutes les discussions qu'il a pu avoir avec les gens qui suivaient l'histoire l'ont beaucoup aidé. Quand il dit tout ça, on sent qu'il a compris le problème, qu'il sait ce qui se passe, mais qu'il peut pas trop en dire sous peine de se mettre en danger. Il va quand même admettre qu'il a fait une erreur, c'est d'ouvrir cette putain de malle, et que selon lui, le truc le plus logique à faire, ce n'est pas de refermer bêtement la malle et de la remettre dans la cave. Il pense que le vrai problème est ailleurs, que c'est quelque chose de beaucoup plus vieux, que c'est quelque chose qui vient de son arrière-grand-père, que lui, 100 ans après, il pourra jamais savoir pourquoi et comment c'est arrivé, mais par contre, grâce aux cartes qu'il a emmenées, il pense savoir où c'est arrivé. Là, on n'a pas eu de news depuis 6 jours au moment où je fais cette vidéo, et les derniers mots de Michael, c'était il faut que je répare les erreurs de mon ancêtre, que je remette les colis à leur place. Je peux pas vous en dire plus pour le moment parce que j'ai peur qu'en vous donnant des infos, j'en donne aussi à ceux qui me veulent du mal. Et je sais pas qui ils sont, mais j'ai pas du tout envie de tout risquer pour un simple tweet. Ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant de toute avancée dans mes recherches. C'était il y a 6 jours! Michael! Est-ce que ça va? Est-ce que c'est toi maintenant qui te trouve dans cette malle et qui va gratter la paroi de la malle comme ça pour faire peur à son prochain propriétaire? Putain! Eh bien écoutez les amis, je crois que nous arrivons à la fin de ce thread au moment où je tourne cette vidéo et je trouve ça très cool qu'on n'ait pas encore la fin. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un thread où des histoires autour du diable, de la religion, des sectes, des reliques, de la sorcellerie. J'avais envie de faire ce thread aussi parce que j'ai reçu, après avoir fait pas mal de vidéos sur les trucs d'horreur, etc., beaucoup de mails de gens qui témoignaient des trucs bizarres et c'était toujours autour de la religion. Des trucs qui se sont passés dans leur enfance, genre des croix qui se sont retournées, des bref, j'ai reçu plein de trucs de ce genre là. Et d'ailleurs, les rares films d'horreur devant lesquels je suis vraiment mal, c'est ceux qui traitent de ça. Ça me fait bader, ça me dépasse, ça me met mal. Je connais rien de tout ça en plus, donc j'ai pas de trucs rationnels pour me rassurer. Juste, je me chie dessus et je fais ah! J'ai adoré ce thread, j'ai hâte de voir la suite. Je sais pas quand ce sera, mais il y aura probablement. Je vous mettrai le lien du thread du coup dans la description pour que vous puissiez checker la suite en direct. En tout cas, passez une bonne nuit. Si vous avez une malle, eh ben écoutez, mettez-la dans la cave et la remontez jamais, hein, pour cette nuit. Comme ça, vous dormez bien. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir, à très vite. Ce perso est cauchemardesque, mais vraiment. Eh bien, bienvenue à tous pour passer une mauvaise nuit. J'espère que vous regardez cette vidéo le soir. Si c'est pas le cas, mettez-la en pause. Revenez à 23h et faites play à 23h, ok? On fait comme ça. Personne ne va le faire. 3 histoires d'horreur vraies. Épisode 454, car le concept marche bien. J'ai lu pas mal d'histoires d'horreur ces derniers temps. Beaucoup. Je vous avoue, en plus, moi, ayant joué à des jeux d'horreur, je le rappelle, je suis pas forcément très sensible à certaines histoires. Donc, c'est compliqué de me faire vraiment flipper avec juste un texte écrit. Mais j'ai trouvé des choses très badantes. Il y a toujours une mécanique précisément qui me fait flipper, qui me donne des frissons et que je déteste. C'est la fameuse intrusion. Par intrusion, je veux dire intrusion chez quelqu'un. Donc quelqu'un qui vient chez toi alors que c'est chez toi et que tu sais pas qui c'est et il est là. Et cette mécanique là, ça me fait vraiment flipper. Il y a 2 histoires qui traitent de ça et une autre qui traite d'autre chose d'encore plus badant. Bref, messieurs dames, installez-vous confortablement dans votre lit, éteignez les lumières et allons-y. Et là, si j'étais un youtubeur stylé, il y aurait une intro dédiée à ce type de vidéo là.
Première histoire très courte. Baptiste vit à New York, il habite au 2e étage d'un immeuble qui fait juste 3 étages. Il est donc au milieu. Ils ont un vide sanitaire qui connecte du coup ces 3 appartements entre eux. Petit schéma à l'appui. Approximatif. Il explique que ni lui ni ses voisins ne savent réellement pourquoi cette pièce existe et quel intérêt elle a finalement, mais qu'en tout cas, aucun d'eux n'y va et aucun d'eux ne l'utilise. Vous sentez ? Le problème arrivé avec cette pièce, vous le sentez ou pas? Un soir, Baptiste rentre chez lui, il arrive dans son salon et il voit une femme debout sur son escalier de secours qui regarde par la fenêtre. On est à New York et à New York, il y a des escaliers issus de secours au cas où il y a un feu et du coup, quand tu empruntes ces escaliers, bah tu passes devant la fenêtre des gens quoi. Cette femme est donc là debout à regarder par la vitre et c'est quand même bizarre parce qu'il faisait encore jour et surtout comment elle a fait pour arriver sur ces escaliers de secours. En bas, vous savez, il y a une échelle sur un rail qui s'amène vers le sol et bref, elle a réussi, elle s'est démerdée, elle est là, on sait pas trop comment. Mais on se doute que du coup, ses intentions ne sont pas incroyablement bienveillante. C'est le moins que nous puissions dire. Baptiste s'est jeté par terre et s'est mis à ramper pour atteindre son téléphone tout en regardant la femme qui était sur les escaliers et qui essayait de trouver un moyen d'ouvrir les fenêtres de Baptiste. Ça y est, j'ai peur, c'est officiel. Les petits regards derrière. Baptiste a enfin pu aller dans sa chambre pour choper son téléphone et pour appeler le propriétaire de l'appartement afin qu'ils appellent la police et qu'il y ait une enquête sur ça quoi. Après ça, Baptiste est retourné dans son salon pour voir si elle était encore là et non, aucun visuel. Mais d'un coup, il a entendu un gros bruit qui venait de son plafond. Il explique que son plafond, c'est un plafond fait en dalles de liège. Vous savez, c'est les trucs qu'on peut soulever et décaler. C'est les plafonds les moins rassurants du monde, qu'on se le dise. Après avoir entendu du bruit venir de là-haut, il a donc regardé ce qui se passait là d'où venait le bruit et il a vu une dalle se soulever, être décalée sur le côté et il a vu le reflet de la lumière dans ce qui s'apparentait à être 2 yeux dans le noir. Il y a vraiment des bruits, putain. Il explique alors qu'il a aucune idée de comment elle a fait pour atteindre le fameux vide sanitaire, mais qu'il a chopé un balai et qu'il a commencé à taper dans toutes les putains de dalles de son plafond. Et après un autre long moment, il a arrêté, il a compris qu'elle n'était plus là et il s'est décidé du coup à appeler lui-même la police et à leur dire de rappliquer en vitesse pour enquêter. Mais malheureusement, ça n'a rien donné. Les flics sont venus, ils ont checké les chambres, le salon, le vide sanitaire, le faux plafond, l'issue de secours et ça n'a rien donné. Mais Baptiste a eu des news quelques jours plus tard de la police puisqu'ils l'ont trouvé dans les escaliers de secours d'un autre appartement très proche de chez lui. Ils lui ont dit que c'était en fait une personne qui se droguait et qu'elle avait été extrêmement violente à leur égard quand ils ont voulu l'arrêter. Baptiste explique qu'il est bien content qu'elle ait été chopée, mais qu'il sait pas si c'était vraiment elle dans son faux plafond ou pas. Donc ça se trouve, la personne qui était dans son faux plafond est toujours en totale liberté. Yes! C'est bon, vous êtes prêts à passer aux vraies histoires terribles maintenant? Vous êtes sûr que vous êtes prêts? Je vous laisse 2 secondes pour réfléchir. On y va. Lucie a rencontré, comme beaucoup de filles, un mec sur Tinder qui lui plaît. Ils se sont parlé pendant plusieurs semaines sans se voir en vrai et ils ont même découvert qu'ils avaient quelques amis en commun, ce qui est un truc plutôt rassurant quand tu rencontres quelqu'un sur Tinder finalement. Tu te dis bon, on a quand même des connexions indirectes, donc logiquement je risque pas de me faire tuer par cette personne quoi. Si tu prends le cas extrême. Lucie explique qu'un soir elle était un peu en déprime et elle avait envie de voir quelqu'un. Elle a donc appelé un Uber et elle a décidé d'aller chez ce mec qui s'appelle Tim. Une fois sur place, ils ont commencé par discuter devant la maison ensemble et Lucie a trouvé que le courant passait encore mieux en vrai. Elle était ravie. N'est-ce pas trop parfait comme début d'histoire? Si! Elle lui a notamment parlé de ses problèmes de santé et ça a beaucoup touché Tim étant donné que sa sœur est décédée et qu'elle avait une maladie proche de celle de Lucie. Ce détail a son importance. Ils sont donc rentrés dans la maison et en entrant, première remarque de Lucie, la maison ressemblait en gros à une sorte d'unité de stockage mais avec plein de trucs partout, très encombré. Tim l'a alors emmené dans sa chambre pour Netflix and chill, vous connaissez? Ils se sont posés dans le lit, ils ont parlé pendant pas mal de temps. La soirée se finit normalement et tous deux s'endorment dans le lit de Tim. Et elle a aucune remarque spéciale à faire à part que c'était un peu féminin comme déco etc. Mais bon, il fait ce qu'il veut. Mais alors, où ça cloche Lucas? Attendez qu'elle se réveille. Lucie se réveille vers 10h du mat à cause d'une horrible odeur. Elle explique que ça sentait comme s'il y avait 1000 rats décédés sous le plancher de la maison. La nuit étant passée, Lucie n'avait plus d'alcool dans le sang, elle avait totalement décuvé et elle avait donc un meilleur sens de l'observation. Elle se met à regarder autour d'elle et elle remarque que dans la penderie, il n'y a que des vêtements de filles. Elle va d'abord se dire que Tim a une copine et que c'est les fringues de sa copine et que du coup il a trompé sa meuf avec elle et c'est chaud. Elle s'est alors assise sur le lit et elle a regardé l'oreiller sur lequel elle venait de passer la nuit. Et elle constate qu'il n'y avait pas de thé d'oreiller sur l'oreiller et que surtout il y avait du sang, du vieux sang séché, comme si quelqu'un avait toussé du sang sur son oreiller en pleine nuit. Et c'est là qu'elle a une sorte de déclic. Elle a vu les vêtements de fille dans la penderie, elle se souvient que Tim lui a parlé de sa sœur qui était décédée d'une maladie. Eureka, elle comprend qu'elle est probablement dans la chambre de la sœur de Tim. Elle lui demande alors avec délicatesse si ils viennent de dormir dans la chambre de sa sœur ou pas. Et Tim lui répond que oui, c'est bel et bien la chambre de sa sœur et qu'il n'a rien changé ni lavé depuis qu'elle est décédée. Et que c'est l'endroit où elle est décédée dans ses bras. Et il explique ensuite à Lucie qu'elle lui rappelle énormément sa sœur, qu'il est vraiment amoureux d'elle.
là ça commence à être très creepy. Lucie explique qu'elle se sentait très triste pour lui, que ce mec-là a dû traverser un truc terrible, mais qu'elle pouvait pas rester là quoi, qu'il fallait qu'elle s'en aille. C'était trop pour elle. Elle rentre chez elle et elle décide de pas couper les ponts, elle garde contact, y parle encore un petit peu. Et après quelques semaines, elle relance pour X raison l'application Find My Friends. C'est une application qui permet de géolocaliser tes amis. Elle lance l'appli, elle remarque un truc horrible. Sa location à elle a été partagée avec Tim la nuit où elle a dormi chez lui. Ce qui veut clairement dire que Tim, pendant qu'elle dormait, a pris son téléphone et a activé ça dans l'appli. Elle a alors appelé Tim pour lui expliquer sa découverte et pour lui dire qu'elle voulait plus lui parler, que ce genre de comportement c'est juste pas possible. Et c'est là que Tim a complètement changé de personnalité et qui s'est mis à vouloir la faire complètement culpabiliser. Qui s'est mis à dire des trucs du style non mais tu peux pas croire que j'ai fait ça, c'est des bêtises. T'es vraiment une connasse qui me jette juste parce que mon chat est mort récemment. Quel est le rapport? Alors voilà, c'était l'histoire de Lucie et de Tim, sacré prince charmant. Et c'était quoi cette odeur? Est-ce qu'il a buté son chat? Est-ce qu'il a séquestré on sait pas qui? Putain c'est glauque. On n'aura jamais la réponse et j'espère qu'on ne croisera jamais son chemin. Alors les amis, il est maintenant temps de passer à la troisième histoire, celle où il y a giga méga intrusion. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Mathilde, mariée à Valentin depuis plusieurs années. Rassurez-vous, Valentin est un homme charmant et très correct, et le truc creepy ne vient pas de lui. Mathilde est tombée malade, genre une grosse maladie qui la cloue au lit, et Valentin a voulu qu'elle prenne du repos pour se remettre de cette maladie. Ça rend toujours triste quand tu vois ton mec ou ta meuf qui est trop mal à cause d'une maladie. Tu lui souhaites le meilleur, tu veux qu'il se rétablisse, donc voilà, tu le pouponnes un peu. Les parents de Mathilde voulant voir leur petit-fils, Valentin s'est rendu chez eux avec le bébé, et a donc laissé Mathilde se reposer tranquillement à la maison. Quelques heures plus tard, Mathilde se réveille parce qu'elle a des douleurs à la poitrine parce qu'elle doit allaiter et évacuer. Et elle a ce fameux dilemme du comme quand t'as envie de faire pipi en pleine nuit ou tôt le matin. Oh j'ai la flemme, je suis tellement bien. Ouais mais faut que j'y aille, je pourrais pas dormir tant que j'y vais pas. Ouais mais j'ai la flemme. Mais la version poitrine qui fait mal quoi. Donc je pense que c'est encore plus désagréable. Après je n'en sais rien, vous en doutez. Au bout d'un petit moment, elle commence à être bien réveillée et elle se rend compte qu'il fait très froid dans la maison. Elle ouvre les yeux et elle entend la porte d'entrée se fermer. Elle est donc contente parce qu'elle se dit putain je me réveille au moment où Valentin rentre, c'est cool. Elle appelle alors Valentin et zéro réponse. Elle allume la lumière de la chambre, elle allume la lumière de la cuisine, elle allume toutes les lumières qu'elle peut allumer pour vérifier qu'elle est bien seule et il y a personne dans la maison. Elle check si la porte d'entrée verrouillée, bref tout va bien. J'ai peur, c'est ça va pas pardon. Elle sait que c'était pas un rêve, donc elle envoie un message à Valentin pour lui dire putain j'ai peur, il s'est passé un truc bizarre. Peu de temps après, Valentin rentre, elle lui explique de vive voix, il mange et Valentin reste dans le salon pour dormir avec le bébé alors que Mathilde elle dort dans la chambre. Tout simplement pour que Mathilde puisse faire une nuit correcte, pour qu'elle puisse se reposer vraiment parce qu'un bébé comme vous le savez ça pleure et elle a clairement pas besoin de ça vu comme elle est malade. Avant de dormir, Valentin s'assure que la porte d'entrée est fermée, s'assure que toutes les fenêtres sont bien verrouillées et chacun va se coucher. Mathilde se réveille vers 2h du matin à nouveau parce qu'elle doit extraire, elle a mal et elle ressent la même chose que quelques heures avant quand elle s'est réveillée et qu'elle était pas bien, pas à l'aise du tout. Et elle voit une silhouette au bord de son lit. Quelqu'un est là, au pied du lit, et il fait la même taille et la même corpulence que Valentin, son mari. Elle lui demande donc d'aller lui chercher un verre d'eau pendant qu'elle se prépare à évacuer. Mais Valentin reste immobile et ne lui répond pas. Elle lui redemande donc d'aller lui chercher un verre d'eau. Et Valentin lui répond alors « Non, non, rendors-toi, j'aime bien te regarder dormir. » Sauf que ce n'est pas la voix de Valentin. Mathilde se rue sur sa lampe de chevet pour l'allumer et elle voit un mec parfaitement inconnu qui se met à rigoler face à elle. Non, n'essaie pas d'évacuer la peur par le nez, ça ne marchera pas. Valentin entend le rire, ça le réveille, il court rejoindre Mathilde dans la chambre et malheureusement le mec a réussi à prendre la fuite avant même que Valentin arrive dans la chambre. Mathilde et Valentin ont donc tout de suite appelé la police. Étant à l'étage, la chambre elle est quand même pas mal haute et ils ont pas réussi à comprendre comment le mec a fait pour venir et aussi pour partir sans se blesser en ayant sauté cette hauteur. Bref, il y a eu investigation et quelques années après ça n'a toujours rien donné. Ils ont jamais retrouvé ce mec qui continue probablement à faire ça dans le quartier. En gros, Mathilde a rencontré un mec qui adore s'introduire chez les gens en cachette et regarder les femmes dormir. C'est bon pour vous? C'est tellement badant. Vous imaginez le traumatisme que tu te prends dans la gueule quand tu vis ça? C'est horrible. C'est la fin les amis de ce troisième épisode des 3 histoires terrifiantes. J'espère que ça vous a plu. On en fait un tous les mois. Voilà, c'est le petit rythme qu'on a. Ça me plaît, ça me permet d'attendre qu'il y ait vraiment des histoires cool à raconter et pas des trucs pas ouf. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, un peu moins flippante, ne vous en faites pas. Et je vous souhaite une très bonne nuit, une excellente nuit. Vraiment fermez bien les yeux. Regardez pas au pied de votre lit si vous vous réveillez en pleine nuit, ne regardez pas. À bientôt tout le monde, bonne nuit. Hi guys, how are you? You wanna be a friend? Vous savez que j'hésite premier degré en ce moment à aller faire une sorte de formation accélérée. Là, il y a des écoles de fous pour apprendre une langue où genre en 2 semaines t'es bilingue. Ça n'existe pas, j'ai exagéré les faits là à l'instant. Nouveau thread horreur, je sais que vous êtes ravis. D'ailleurs, il y a plein de squeezos en ce moment qui ont envie de. Qui lancent des pétitions, qui essaient de lancer des mouvements de foule pour que j'augmente la fréquence de mise en ligne des threads horreur. Ça n'arrivera pas. On va pas abuser des bonnes choses, merde. Honnêtement, un par mois, je trouve que c'est déjà beaucoup. En réalité, on est très bien, ça fait 12 par an. Sur 10 ans, ça fait 120 threads horreur. Et sur une vie, ça fait pas loin de 1000 threads horreur. Et ça,
Vous l'aviez pas calculé ça, hein. Aujourd'hui on a 2 histoires rationnelles et une histoire paranormale. C'est vrai que des fois je mets pas du tout d'histoire paranormale. La dernière fois à l'inverse j'en avais mis 2. J'essaie de varier, en fait c'est plus selon mon humeur quand je lis toutes les histoires qu'il y a sur Reddit en fait. Voilà, il y a pas vraiment de calcul là-dedans. Instinct. Faut que je fasse ce stage d'anglais. On commence tout de suite avec la première histoire qui est une histoire rationnelle et qui est celle de Nina. 8 mois avant qu'elle raconte cette histoire, Nina quitte le domicile familial et prend son indépendance. Elle part vivre seule dans son premier appart. Alors évidemment au début ça fait bizarre mais elle kiffe son indépendance, tout se passe pour le mieux pendant 3 mois. Nina commence à recevoir des appels téléphoniques étranges. Et pas seulement, elle reçoit aussi à plusieurs reprises des fleurs d'une personne anonyme. Alors au début elle en tire aucune conclusion, elle s'attarde pas plus que ça là-dessus, jusqu'à ce qu'il y ait des trucs plus concrets qui se passent. Des trucs qui se passent chez elle directement. Par exemple des objets dans la cuisine et dans le salon qui disparaissent et qu'elle ne retrouvera jamais. Il y a aussi des fois où elle éteint la télé de son salon avant d'aller se coucher et elle la retrouve allumée le lendemain matin. Bref, à force d'assister à des trucs étranges comme ça, elle se met la nuit à avoir peur. Elle est clairement plus du tout à l'aise dans son appartement. Et un jour, tout bascule. Le soir quand Nina s'ennuie, elle regarde la télé. Elle en a une dans sa chambre et une dans le salon. Et elle a un setup un peu bizarre qui fait qu'elle stream la télé de son salon sur la télé de sa chambre. En gros, l'image de la télé du salon est donc dupliquée sur celle de la chambre. Un soir, Nina est dans sa chambre, elle allume sa télé et les chaînes défilent toutes seules. Ce qui veut donc dire que quelqu'un est dans son salon, en train de regarder la télé et de zapper les chaînes. Ce soir-là, Nina panique, mais elle est tétanisée, elle ose pas aller voir dans le salon si quelqu'un regarde la télé, elle va juste pas faire de bruit et attendre que la nuit passe. Le lendemain, elle appelle son frère, elle lui raconte tout, et malheureusement, il prend pas au sérieux ce qu'elle va lui dire, il va juste croire qu'elle est un peu parano. Nina insiste encore et au final, son frère comprend que ce qui se passe c'est sérieux, à tel point qu'il décide d'aller dormir chez elle plusieurs nuits consécutives pour la rassurer. Les jours passent, Nina dort mieux, elle se sent plus en sécurité, et heureusement, ou plutôt malheureusement, il se passe rien. Alors pourquoi je dis malheureusement? Parce que ça rassure pas du tout Nina, qui comprend qu'elle est probablement surveillée par la personne qui fait des intrusions chez elle. À l'issue des 5 jours qu'il passe chez elle, son frère lui explique qu'il va pas vivre là indéfiniment et qu'il faut qu'il rentre chez lui un jour. Il lui promet malgré tout qu'il reviendrait dormir chez elle si jamais ça va pas et qu'il y a un autre problème. Et surtout, il lui conseille d'appeler la police en cas de doute. Quelques jours plus tard, il est 23h, Nina est dans sa chambre et elle entend des bruits de pas qui proviennent de son salon. Immédiatement, elle appelle la police et à leur arrivée, ils ne trouvent rien. Il y a pas de trace d'effraction, il y a rien d'anormal dans la maison, c'est comme si Nina avait halluciné. Encore quelques jours plus tard, Nina entend une nouvelle fois des bruits qui proviennent du salon. Et cette fois, au lieu d'appeler la police, elle va appeler son grand frère. Elle est en larmes, elle essaie de faire le moins de bruit possible et son frère lui promet qu'il sera là d'ici 10 minutes. 10 minutes durant lesquelles il lui dit qu'il va rester au téléphone avec elle pour la rassurer et pour qu'elle le tienne au courant de ce qui se passe. Heureusement, pendant ces 10 minutes, il va rien se passer. Son frère lui dit qu'il est maintenant devant la fenêtre de sa cuisine et qu'effectivement, il voit quelqu'un assis dans le canapé de son salon. Il lui dit de pas bouger, de rester dans sa chambre sans faire un bruit, et il lui explique qu'il va devoir raccrocher pour appeler la police avant de lui-même faire quoi que ce soit. Évidemment, Nina, elle, est terrorisée à l'idée de rester seule sans contact avec son frère dans la maison dans laquelle se trouve un intrus, mais malheureusement, elle a pas le choix. Elle est seule, dans sa chambre, plongée dans le silence pendant plusieurs dizaines de secondes, sachant qu'un inconnu se trouve au rez-de-chaussée en train de regarder la télé. Ce silence est rompu par la sonnerie de son téléphone. Malheureusement, elle a oublié de mettre son téléphone en silencieux et quand son frère la rappelle, son téléphone sonne. Elle a beau raccrocher dès que ça sonne, elle est sûre que la personne en bas l'a entendu. Elle se lève dans le silence et colle son oreille à la porte de sa chambre pour voir si elle entend l'inconnu monter les escaliers, voir s'il a bel et bien entendu sa sonnerie et heureusement pour elle, non. Elle va entendre quelque chose 1 minute plus tard et c'est sa porte d'entrée qui s'ouvre. Elle est persuadée que c'est son frère ou la police qui vient d'arriver sur les lieux et donc elle se sent en sécurité. Alors elle décide d'ouvrir la porte de sa chambre. Et c'est là qu'elle tombe nez à nez avec un inconnu qui est en train de monter ses escaliers, habillé d'un imper noir et d'une casquette. Nina hurle et très bon réflexe, elle referme tout de suite la porte de sa chambre et elle pousse une armoire juste devant pour la bloquer et être sûre qu'elle est en sécurité. Ce qu'elle entend ensuite, c'est des bruits de coups, c'est des hurlements, c'est tout simplement son frère qui se bat avec cet inconnu juste devant la porte de sa chambre. Après plusieurs dizaines de secondes, il y a un grand silence dans la maison et Nina entend son frère lui dire que c'est bon et qu'elle peut sortir de sa chambre. En sortant de là, elle voit cet inconnu face contre sol et son frère qui est par-dessus en train de lui tenir les bras et surtout en train de lui sortir un grand couteau de la poche. La police arrive sur les lieux 10 minutes plus tard et immédiatement arrête le gars et repart avec lui. Alors ça finit bien, merci au frère de Nina qui a quand même sacrément géré. Et en plus de ça, Nina va apprendre plus tard qui était cet homme et qu'est-ce qu'il foutait là. En fait, c'était un ancien petit ami de sa mère qui à l'époque avait crushé sur Nina. Mais quand je vous dis à l'époque, c'était 10 ans avant cette histoire. Nina explique qu'à l'époque, c'était pas un mauvais mec, mais qu'il avait quand même quelques
quelques soucis et qu'avec le temps, elle, sa mère et son frère avaient complètement coupé les ponts avec lui. Alors cet homme, il a été condamné à 3 ans de prison ferme, mais il a purgé que 5 mois avant d'être libéré, ce qui a eu pour effet de rendre furax Nina et son frère. Et après cette sortie de prison avancée, Nina, elle, a décidé de déménager pour être sûre qu'il ait plus son adresse et qu'elle ne le recroise plus jamais. Voilà, désormais nous voulons tous un frère comme Nina. C'est Clark Kent, son frère, c'est bon? En fait, ce qui me fait le plus bader dans l'histoire de Nina, c'est qu'elle a vu des objets chez elle bouger, qu'elle a perdu des affaires, mais qu'elle y a pas vu un signe d'une intrusion parce qu'elle s'est dit c'est certainement moi qui ai fait des erreurs d'inattention ou qui suis fatigué en ce moment et je fais pas gaffe. Ce qui est effectivement beaucoup plus probable que c'est l'ex-copain de ma mère qui vient chez moi la nuit en cachette regarder la télé. C'est horrible. Il est maintenant temps de passer à l'histoire d'Axel. Alors en fait, j'ai dit qu'il y avait une histoire paranormale, mais c'est pas vraiment une histoire paranormale en fait. Enfin, vous allez voir. À l'époque, Axel est un jeune policier qui vient tout juste de finir sa formation. Il est donc dans sa routine de nouveau policier et un jour, il reçoit un appel qui lui signale un incident suspect. Apparemment, un témoin aurait vu une lumière dans le ciel. Et effectivement, il vient lui-même d'entendre une petite série d'explosions typiques d'un transformateur électrique qui viendrait de lâcher. Il se dit donc que la personne qui vient de l'appeler a entendu la même chose que lui, mais a en plus vu le flash qui accompagne généralement ce type d'incident. Il se met donc tout de suite en route et le dispatch le rappelle pour lui donner plus de détails. La personne qui vient d'appeler la police prétend que la lumière était aussi, je cite, biblique, et qu'en la regardant, elle a ressenti une forte chaleur intérieure. Bon, Axel se dit « Ok, je vais tomber sur un allumé ». Il demande tout de même au dispatch si c'est la première fois qu'ils reçoivent un appel de ce numéro, et bien évidemment, non. Le mec est un habitué du service, et il aurait déjà appelé plusieurs fois pour des gens qui se seraient introduits chez lui, des gens dont la police n'aurait trouvé aucune trace en se rendant sur les lieux, et il les aurait aussi plusieurs fois appelés pour leur dire qu'il y a des anges dans sa chambre. Bon, vous voyez le truc. Bref, quelques dizaines de minutes plus tard, Axel arrive enfin sur les lieux. Il voit un homme debout sur le trottoir de devant chez lui. Quand il le voit, le mec a ses mains jointes, comme s'il était en train de prier. Et en voyant Axel, il le salue de la main. Axel se gare, s'approche de l'homme, qui s'appelle apparemment Tim, et il lui demande si tout va bien. Tim lui répond pas, il va plutôt lui demander s'il a lui aussi vu la lumière dans le ciel et qu'il a accepté l'arrivée de l'ange dans sa vie. À ce moment-là, Axel comprend qu'il va passer un moment relou. Il lui explique calmement les choses, que la lumière qu'il a vue était liée à l'explosion, blablabla. Et Tim l'arrête tout de suite et lui dit « Écoutez, vous vous trompez. C'est un très large cercle de lumière silencieuse. Et ce très large cercle de lumière, il vient de flotter de façon angélique au-dessus de moi pendant plusieurs heures. Et le transformateur électrique a explosé quand le cercle l'a survolé, mais pas avant. » Alors Axel croit beaucoup plus en la théorie rationnelle, mais au cas où, il check le passé médical de Tim, voir s'il trouve quelque chose, et effectivement, Tim aurait séjourné en hôpital psychiatrique. Bref, il s'apprête à partir, et c'est là qu'il remarque un truc dont il se souviendra pour le reste de sa vie. Il se rend compte que Tim et lui se tiennent debout dans un grand cercle au milieu de la neige, un grand cercle parfaitement délimité dont l'intérieur est complètement fondu, il n'y a pas de neige là où se trouvent Tim et Axel. C'est tellement bien délimité qu'il explique que c'est comme si quelqu'un avait allumé une énorme flamme sous le sol au centre du cercle. Et là, Axel, dans sa tête, il y a tout qui se mélange et il se met à faire une petite crise d'angoisse. Il comprend pas ce qui se passe, il comprend pas pourquoi il y a ce truc par terre, il est un peu en bad aussi à cause du discours que vient d'avoir Tim en face de lui. Bref, c'est un peu la merde dans sa tête, mais heureusement, il y a un collègue au même moment qui arrive en renfort parce que c'est la procédure quand on tombe sur quelqu'un qui a des antécédents psychiatriques. Son collègue est tellement calme qu'Axel, heureusement, il redescend en pression, il reprend lui aussi son calme, mais quand même, il attend seul dans la voiture le temps que son collègue ramène Tim chez lui. Et pendant qu'il attend dans la voiture, il essaie de contacter le dispatch, la centrale, avec l'ordinateur de bord, mais l'ordinateur fonctionne pas. Il prend alors son téléphone pour appeler un autre collègue et lui raconter tout ce qui vient de se passer, puisqu'il est encore sous le choc, mais son téléphone, lui aussi, est buggé. Il arrive pas à l'allumer. Il finit par réussir à l'allumer en retirant la batterie, en la remettant, la classique, et son ami lui dit « Écoute frérot, c'est génial ce que tu viens de vivre, mais en fait, il y a une explication rationnelle, c'est juste la centrale qui a pété, quoi. Arrête d'être parano, arrête de te faire des idées, t'as juste pas eu de chance de tomber sur ce mec un peu fou au même moment, mais tout va bien. » Et là, Axel se sent comme un con. Il se dit « Putain, au bureau, on va me prendre pour l'officier zinzin qui voit des ovnis. Ils ont sûrement raison, j'ai déconné, faut que je me calme, faut que j'arrête de psychoter. » Bref, son autre collègue a fini de raccompagner Tim chez lui, il est de retour dans la voiture avec Axel, et tous les deux prennent la route et se cassent de là. Pendant plusieurs mois, Axel va éviter de retourner dans ce quartier, et surtout, il va essayer d'oublier tout ça. Et un jour, il reçoit un nouvel appel. Une alarme vient apparemment de se déclencher dans une maison située dans la même rue. Axel arrive sur place, il est pas retourné là-bas depuis des mois, et il va à la rencontre du propriétaire de la fameuse maison. Le propriétaire lui explique donc que l'alarme de sa maison s'est déclenchée sans raison, et que c'est pas la première fois, que c'était déjà arrivé plusieurs mois avant, après qu'une étrange lumière ait survolé sa maison. C'est bon. Depuis ce jour, Axel n'est plus jamais retourné dans ce quartier, même quand la police recevait un appel venant de là. Alors qu'était-ce, messieurs dames? Moi je crois surtout au truc d'électrique qui a explosé et qui a fait un truc chelou, électromagnétique bizarre, d'où la radio et tout qui capte plus. Mais cette histoire, elle fait partie de énormément d'histoires de gens qui ont vu des trucs dans le ciel, dont certains même qui se sont réveillés après avec des cicatrices. Enfin, il y a tout un fantasme autour de ça qui est assez ouf, que ce soit vrai ou pas, que ce soit fantasmé ou rationnel, peu importe. Était-ce un nouveau véhicule secret que le gouvernement testait? Était-ce un ovni? Était-ce une manifestation
divine? On saura jamais. Bref, il est temps de passer à la dernière histoire, celle de Victoire. On est en 2012 et Anna, la meilleure amie de Victoire, l'a convaincue de partir avec elle en week-end à 900 km de chez elle, dans le nord de la Suède. Évidemment, Anna, c'est la sœurette, Victoire, elle est ravie de pouvoir voyager avec elle, donc elle accepte. Faut savoir qu'à ce moment-là, elles ont toutes les deux 21 ans et qu'elles viennent de rentrer d'un voyage en Asie qui s'est très bien passé. Anna a déjà tout prévu, elle a trouvé une super voiture pour leur road trip. L'homme qui vend la voiture a accepté de les rencontrer à l'aéroport d'Ouméa, auquel elles vont arriver à midi sous un torrent de neige. En apercevant le vendeur, Victoire a une petite gêne, c'est que le mec est habillé en chasseur. Alors, c'est pas inhabituel dans cette région et à cette époque, mais quand même, elle se dit, bizarre de nous accueillir habillés comme ça. Bref, elles vont à leur rencontre et le mec est adorable. Il leur serre la main, il est souriant, il leur souhaite la bienvenue, il fait un petit tour de la voiture avec elle, il leur explique comment il a rénové la caisse et il leur montre les papiers de la révision technique la plus récente. Le mec a l'air d'être un très honnête homme. En revanche, la météo se dégrade et il fait de plus en plus froid. On parle du froid du nord de la Suède. C'est un froid qu'on connaît pas nous. Du coup, le vendeur ouvre une porte de la voiture et il leur dit bah venez, on prend la voiture et on va signer tous les papiers chez moi autour d'un café, ce sera quand même plus agréable que dans le froid glacial du nord de la Suède sur un parking vide. Ce qui est très sympa de sa part, mais Victoire, son instinct se met en alerte à ce moment-là. Elle a rien qui montre qu'elle peut potentiellement être menacée par cet homme. Pourtant, elle a une intuition bizarre, comme si tout se passait trop bien pour être vrai. Bref, nos deux amis s'assoient sur la banquette arrière de la voiture, direction chez le vendeur. Sur le trajet, l'homme n'arrête pas de parler. Alors, rien d'alarmant pour nous, mais aux yeux de Victoire, c'est assez étonnant puisque les gens du nord de la Suède ont la réputation d'être des tombes. Là, le mec fait tout l'inverse. Il leur parle des fonctionnalités de la voiture, il leur parle de la région, des lieux qu'elle pourrait visiter, de la faune locale. Bref, c'est genre un guide parfait gratos. D'ailleurs, après 20 minutes de trajet, Victoire remarque qu'elles sont en train de rouler au milieu de la forêt, sur des routes de campagne et qu'il n'y a pas de civilisation avant beaucoup de kilomètres. C'est vraiment la Suède profonde, loin des villes dont Victoire a l'habitude. Alors c'est cool, c'est aussi ça qu'on cherche en voyage, mais c'est pas forcément ça qu'on cherche en étant dans une voiture avec un inconnu. Victoire, en réalisant ça, elle a un petit coup de stress, elle se dit mais en fait on est en voiture avec un inconnu qui est au volant, qui nous amène on ne sait où, dans un territoire qu'on ne connaît pas, et on n'a prévenu personne de notre présence ici. Ça craint un peu quand même. Elle jette alors un coup d'œil à Anna pour voir si elle a le même feeling et Anna a pas du tout l'air en stress, au contraire elle a un grand sourire et elle discute avec le mec qui est en train de leur parler de la région. Nos amis arrivent enfin à destination et la voiture s'arrête à côté d'un chalet en bois autour duquel il y a rien. Elles suivent donc l'homme jusqu'à l'intérieur du chalet et il continue de leur parler sans interruption jusqu'à ce qu'il ferme la porte d'entrée derrière elle. Une fois à l'intérieur, Anna continue de lui poser des questions sur la voiture et Victoire sent que la voix de sa meilleure amie a légèrement changé, qu'elle a un ton un peu plus inquiet, comme si elle aussi elle venait de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. L'homme leur dit qu'il va faire chauffer de l'eau pour leur faire un thé, pour se réchauffer, et en passant à côté d'Anna, il lui glisse la main dans les cheveux et il lui fait un grand sourire. Ultime red flag. Victoire lui demande poliment si elle peut utiliser sa salle de bain et il lui ouvre alors une porte sur laquelle il y a un cœur rouge, un stickers. Elle le remercie, elle rentre dans la salle de bain, elle referme la porte derrière elle et en se lavant les mains, il y a quelque chose qui attire son attention dans le reflet du miroir. Ce quelque chose, c'est un truc qui a l'air caché derrière le ballon d'eau chaude. Victoire tire dessus et elle se retrouve alors avec un espèce de rouleau en plastique qui contient des pages. Elle ouvre le truc pour vérifier ce que c'est et là son sang se glace. En fait, ce truc, c'est des photos pornographiques ultra violentes qui ont été découpées de plusieurs magazines différents, collées sur du papier et entouré de plusieurs textes écrits à la main. C'est donc pas un truc qu'on trouve chez n'importe qui. Et ces fameux textes écrits à la main, ils parlent de l'horrible histoire d'une femme qui aurait été attirée par la promesse d'une voiture d'occasion vendue pas cher, avant que ça se transforme en une véritable histoire d'horreur. Heureusement pour elle, et Victoire nous dit que ça va nous sembler stupide, moi je trouve pas. À force de voyager ensemble avec Anna, elles ont mis au point un code secret qu'elles utilisent que lorsqu'elles doivent se sortir d'une mauvaise situation. Alors elle nous explique que jusque là, elles avaient jamais besoin de l'utiliser, que même elles se permettaient de faire quelques blagues sur ça, mais que là, ça lui semblait justifié enfin de l'utiliser. Victoire sort donc de la salle de bain en comprenant qu'elles sont absolument pas en sécurité ici, elle et Anna. Alors elle regarde Anna et elle lui dit des pommes de terre. On a oublié d'acheter des pommes de terre. Anna la regarde droit dans les yeux et tout de suite dans son regard, Victoire comprend qu'elle a compris, qu'elle a capté que c'est pas du tout une blague là, qu'elle utilise premier degré leur code secret. Anna lui répond donc « Ah oui merde, on y va maintenant ?» Et Victoire lui dit « Ouais, en plus ça risque de fermer, il est déjà tard. » Du bluff. Il est 14h, ça risque pas de fermer. Anna prend tellement au sérieux le code secret qu'elle fait l'actrice là, elle fait un move incroyable. Elle va jusque dans la cuisine, elle tape sur l'épaule de l'homme et elle lui demande s'il peut lui passer les clés de la voiture pour qu'elle vérifie l'état de la courroie. L'homme répond qu'elle est en très bon état mais qu'elle peut checker d'elle-même si elle le souhaite et il lui donne les clés. Elles sortent toutes les deux de la maison, elles rentrent dans la voiture, elles allument le moteur et elles bombardent. Dans la voiture, Victoire explique à Anna pourquoi elle a utilisé le code secret, parce qu'elle était convaincue sur le moment que si elle restait là, elles allaient mourir. Après 20 minutes de route dans l'autre sens, elles arrivent donc
donc à l'aéroport et elles abandonnent la voiture. Et là elles se disent quand même putain, ce qu'on vient de faire c'est un peu une dinguerie si le mec est innocent, si ton instinct a merdé. Elles se disent que si le mec porte plainte pour vol, elles sont sacrément dans la merde. Et justifier le vol d'une voiture devant la police par le fait que t'as vu un magazine bizarre dans sa salle de bain, elles sont pas très sûres que ça passe. Alors comment l'histoire finit? Bonne nouvelle, le mec ne les a pas suivis jusqu'à l'aéroport. Et il n'a pas non plus porté plainte. Ce qui pour elle montre qu'il avait très certainement de mauvaises intentions. C'est-à-dire personnellement je suis innocent, je te ramène chez moi pour te faire un thé avant de te vendre une voiture, tu me la voles. Bon, j'appelle les keufs. Bref, ce qu'il faut retenir au-delà du fait, encore une fois, que faut se fier à son instinct, quitte à faire une énorme erreur. Bon là, après, la connerie qu'elles ont fait, c'était monumental quand même. Si le mec était vraiment innocent, on était sur une vraie bêtise. Mais surtout, ce truc de code secret, moi, ça m'a sorti de situation chiante mais pas dangereuse. Elle, ça leur a potentiellement, ce jour-là, vraiment sauvé la vie. Spoiler, c'est la fin de ce thread d'horreur. J'espère que ça vous a plu, c'était 3 histoires très cool et j'aimerais beaucoup, je sais que je reste bloqué sur cette deuxième histoire avec le truc de lumière dans le ciel et tout, mais il y a énormément de gens qui parlent de trucs comme ça et qui ont vécu des trucs chelous avec ça. Si vous ou un proche avez vécu ça, mettez-le dans les commentaires, ça peut être grave intéressant, ça peut faire un mini Reddit là dans les commentaires de cette vidéo. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, on se retrouve dans un mois pour le prochain thread d'horreur. Prenez soin de vous, à très vite les squeaks. Comment allez-vous? Clément, on s'est trompé de décor. C'est résolu. Moi, je voulais mettre du rythme là en ce début de vidéo. Comme d'habitude, 3 histoires d'horreur. J'aime beaucoup les histoires d'aujourd'hui, vous allez voir. Alors, il y en a 2 qui se passent dans une forêt, mais c'est une dinguerie. Surtout la dernière, parce que ça aurait pu nous arriver littéralement à tous. Vous avez déjà tous joué à cache-cache? Bah voilà. La première est un peu plus courte que les 2 d'après, vous allez voir, mais je l'aime beaucoup puisque elle parle des vacances et de trucs qui peuvent arriver en vacances. Je pense donc que c'est le bon moment de la raconter. Et malheureusement, oui, je vais vous tourmenter même pendant vos vacances. C'est incroyable. Je vous lâche jamais. Alors, comme d'habitude, les threads d'horreur, les amis, c'est à regarder quand il fait nuit, le soir de préférence, seul. Vous le savez, je le dis au cas où, parce que je vois, il y en a, ils commencent à regarder en groupe quand il fait jour. On est où là? Je veux que vous les subissiez ces vidéos thread d'horreur. Laissez-moi donc vous raconter la première histoire, celle d'Owen. Les événements que je vais vous raconter lui sont arrivés quand il avait 21 ans, en 2011, et qu'il venait tout juste de sortir de l'université. À l'époque, il vit depuis plusieurs mois à Manille, la capitale des Philippines, et il a 2 occupations. La première, c'est qu'il est volontaire dans une organisation humanitaire, et la deuxième, c'est qu'il est joueur de football semi-pro dans la Ligue nationale. Beau gosse. Début novembre, on est samedi, il pleut à torrent et donc le match de foot auquel il devait participer est annulé. Il décide donc d'en profiter pour visiter un quartier qu'il ne connaît pas. Dans ce quartier, il y a un marché qui est très souvent recommandé dans les guides touristiques, donc il s'est dit que ça valait le coup d'aller le visiter. Owen arrive sur les lieux et il a conscience qu'il a l'air de l'extérieur d'un touriste totalement perdu et il y a immédiatement 2 femmes qui se rapprochent de lui. Elles ouvrent un parapluie au-dessus de sa tête et elles lui demandent ce qu'il fait dans ce quartier. Nos 3 amis discutent pendant plusieurs minutes, au cours desquelles Owen découvre qu'elles ont vécu, quand elles étaient enfants, dans le même quartier que lui, à Londres. C'est une coïncidence improbable, mais ça crée tout de suite un point commun entre les 3, donc Owen est à l'aise. Au bout d'un moment, elle lui propose de l'emmener dans un meilleur marché que celui dans lequel il se trouve, qui est vraiment un truc de touriste. Owen sait qu'elles s'y connaissent probablement beaucoup mieux que lui sur les environs, et donc il décide de les suivre. Les 3 prennent un taxi, ils traversent plein de quartiers, et ils atterrissent, au final, dans un coin de la ville où Owen n'a jamais mis les pieds. Ici, il reconnaît pas le moindre panneau, et donc il est complètement à leur merci si jamais elle lui voulait du mal. Autre point important, sur place, il n'y a pas le marché dont elles lui ont parlé. Elle lui demande de les suivre dans une résidence banale pour qu'ils puissent manger. Et Owen, évidemment, il est un peu naïf et surtout, il a pas envie de les offenser en refusant. Donc il les suit. Il arrive alors dans un appartement dont il a pas beaucoup de souvenirs. Il se souvient juste qu'il y avait une vieille télé reliée à un karaoké et que dans le salon, il y avait un mec assis au fond de la pièce. À partir de là, il réalise qu'il est peut-être en danger et qu'il s'est mis dans la merde. Il se met donc à scanner le moindre fait et geste des 2 femmes et de l'homme au fond de la pièce. Par exemple, quand ils lui servent une bière, il vérifie bien qu'elle l'ouvre devant lui et qu'elle mette rien à l'intérieur. À partir de là, ils vont enchaîner les bières à tel point qu'ils vont se mettre à chanter au karaoké. Il se sent quand même vulnérable et piégé et donc il cherche une opportunité pour se tirer de là le plus vite possible. Après le karaoké, c'est l'heure de manger et les femmes ramènent un plat avec plein de viande. Et là, Owen fait une erreur incroyable. En racontant l'histoire, il sait qu'il a été con, mais il dit qu'à l'époque, il était méga naïf et qu'il savait pas qu'on pouvait droguer de la nourriture. Du coup, il s'est pas méfié de la viande. Il coupe donc un bout de la tranche de porc qu'on vient de lui servir, il le met dans sa bouche et quelques secondes plus tard, après avoir avalé, il sent un goût de médicament bizarre. Malheureusement, c'est trop tard pour faire quoi que ce soit. Le dernier souvenir qu'Owen a de ce jour-là, c'est l'une des 2 femmes qui chantait de plus en plus fort dans le micro du karaoké. Son souvenir suivant, c'est lui qui se réveille dans une chambre d'hôtel 24 heures plus tard, à 1000 km de là. Quand il se réveille, il est en fait à Davao, la destination qu'il devait rejoindre le lendemain de son match. Ça veut donc dire qu'il a pris un taxi, passé la douane, pris l'avion, récupéré ses valises, rejoint son hôtel, croisé ses collègues, sans en avoir le moindre souvenir. Évidemment, il a immédiatement appelé ses collègues pour leur en parler et ils lui ont expliqué qu'il avait pas l'air dans un état second, il était juste un peu plus fatigué qu'habituellement. Immédiatement, il fouille ses affaires et il voit qu'il a encore son téléphone, son porte-monnaie, bref, rien ne lui a été volé. Par contre, il se connecte tout de suite au site de sa banque et il voit que la veille, il a fait un retrait de $200 qui correspond à son plafond. Bref, vous l'avez compris, il s'est fait droguer. Alors il a un peu enquêté sur ce qui lui est arrivé, sur si c'est fréquent, qu'est-ce qu'il a mangé exactement pour que ça provoque cet effet bizarre. Alors
Alors faut savoir qu'aux Philippines, il y a une drogue assez populaire qui s'appelle le Ativan. Et les gens à qui tu administres ça deviennent extrêmement manipulables et ensuite perdent la mémoire. D'où le fait qu'il ait retiré 200 $ sans s'en rappeler. Alors on a raconté des histoires plus horribles que ça, mais je vous raconte cette histoire parce que c'est un truc très fréquent. Quand vous allez à l'étranger, il y a toutes sortes d'arnaques qui existent. C'est pour ça que je suis content de vous raconter cette histoire avant les vacances. Faites gaffe cet été. Il y a la version hardcore où tu te fais droguer dans le but de te faire voler derrière, mais il y a aussi une version où il n'y a pas de drogue, c'est juste tu fais confiance à quelqu'un et en fait il t'amène dans un bar. Il y a ça par exemple au Japon à Kabukicho. Souvent c'est quelqu'un qui essaie d'avoir un point commun avec toi. Là Owen s'est pris l'excuse du ah on habitait dans le même quartier à Londres quand on était jeune, c'est dingue. Des fois c'est des gens par exemple qui vont juste parler ta langue et ensuite ils t'amènent dans des endroits où dans le meilleur des cas ils te forcent à consommer et à l'arrivée ils te forcent à payer 30 fois le prix de ce que t'as pris. Et dans le pire des cas, comme Owen, tu peux carrément te faire droguer et là c'est vraiment pas marrant du tout. Owen finit son histoire en disant qu'il sait pas du coup exactement ce qui s'est passé pendant ces 24 heures et c'est ça qui est dur pour lui au réveil, c'est que ces 24 heures ont complètement disparu de sa vie. Owen, j'espère que t'as vérifié s'il te reste terrain. Fais un petit check quand même. Plus de peur que de mal, mais c'est quand même très traumatisant. Faites attention cet été à ce genre de choses, ne faites pas confiance à des gens qui vous demandent de les suivre. Ça peut être obvious pour plein de gens parmi vous, mais croyez-moi, c'est pas si obvious quand ça nous arrive parce qu'on n'est pas forcément très vigilant. Bref, maintenant rentrons dans le vif du sujet, dans le dur. Là, vous allez voir, plus on avance dans les histoires, plus c'est hardcore. Je vous le dis tout de suite. On commence mignon aujourd'hui, c'est bien. On va passer à la deuxième histoire, celle de Nathan. Nathan tout de suite nous dit que c'est la pire expérience qu'il a eue de sa vie, comme fréquemment en fait dans ces threads d'horreur quand quelqu'un raconte une histoire, et que ça lui est arrivé quand il avait seulement 15 ans. À l'époque, Nathan part camper en forêt avec sa famille, ses cousins, ses tantes, ses oncles. Dans le camping-car, c'est l'aîné, c'est le plus vieux des garçons, et il sait déjà qu'il va se faire méga chier. Il est pas très vacances en famille, Nathan, et il précise qu'en plus à l'époque il est ado et que c'est toujours une corvée pour lui de traîner avec ses cousins qui ont tous 3-4 ans de moins que lui. Ses parents malgré tout ont une idée pour lui, ils lui disent qu'ils vont aller camper à un endroit où il y a souvent plein d'autres campeurs et que donc il y aura sûrement des garçons de son âge avec lesquels il pourra s'amuser. Et en arrivant sur place, effectivement, il y a d'autres mecs de son âge et Nathan les rejoint direct. Et en gros, au bout d'une heure à peine, c'est comme s'ils se connaissaient déjà tous depuis 2 ans. Bref, les vacances prennent donc une tournure très cool. Nathan a son groupe de potes, la journée ils sont libres, les parents les laissent faire un peu ce qu'ils veulent. En revanche, il a une seule règle, c'est de rentrer au camping-car le soir à 20h30 pour le dîner. L'après-midi, ils sont donc libres, ils font absolument ce qu'ils veulent et généralement ils explorent les environs. Un jour, ils tombent sur un sentier qu'ils avaient jamais vu auparavant. Nathan et son groupe cassent une branche et la foutent à l'entrée du sentier comme pour dire ok, on a repéré cet endroit, et puis ils se cassent. Vient l'heure du dîner et ce soir-là, Nathan et tous ses potes mangent tous ensemble avec les parents respectifs de chacun. Et l'un des parents a une idée incroyable, faire un cache-cache. Alors il y en a qui sont pas très chauds, qui se chient un peu dessus, normal, mais bon, personne veut niquer l'ambiance, donc tout le monde se dit allez let's go, ça va être drôle. Tout le monde s'équipe d'une lampe torche et le jeu commence. C'est une version du cache-cache où le mec qui cherche, quand il te trouve, tu cherches avec lui. Et le dernier mec à pas avoir été trouvé gagne un prix, un chocolat, une branche cassée, un truc symbolique quoi. Pour la première partie, Nathan a de la chance, il fait partie de ceux qui vont se cacher. Il explique que généralement quand il fait un cache-cache comme ça, il va en hauteur dans les arbres. Mais que là, il avait en tête le fameux sentier qu'il a découvert avec ses potes. Alors il y est retourné. En arrivant sur place, il revoit le fameux bout de branche cassée qu'il a déposé l'après-midi avec son groupe de potes. Les potes de Nathan sont cachés en haut des arbres autour du fameux sentier et ils lui disent mais frérot qu'est-ce que tu fous, tu vas te faire griller en 2 secondes. Nathan il a confiance en lui et en sa cachette, il se fout dans un des buissons du sentier et puis il entend un sifflement qui signifie que les chasseurs commencent à chercher. Rapidement, tous les gens cachés en hauteur dans les arbres se font griller. Les chasseurs voient le sentier, ils s'engagent dedans, ils vont jusqu'au bout avant de faire demi-tour et de se barrer sans fouiller le fameux buisson dans lequel est caché Nathan. Sauf que Nathan c'est un tryharder et il se dit bon je suis quand même dans un buisson collé à là où globalement tous mes potes se sont fait griller dans les arbres, c'est sûr qu'un mec va venir fouiller ici, faut que je change de spot. Il se met donc à fouiller dans les buissons autour de lui et il tombe sur un truc qu'ils avaient complètement zappé le jour de leur premier passage, un petit tunnel. Une sorte de cul-de-sac avec un petit renfoncement. Pour Nathan, c'est une cachette parfaite. Donc il s'enfonce légèrement dans le renfoncement et c'est là qu'il l'a vu. Il tombe sur le corps d'une jeune femme qui est nue, en position fétale, dans un bain de sang. Et il est tellement terrifié qu'il reste complètement immobile, il crie pas, il bouge pas, il est paralysé. Il a l'impression à ce moment-là de se transformer en statue de marbre pendant ce qui lui semble être plusieurs heures, mais ce qui est en fait seulement quelques minutes. Et puis il entendait pas le long du sentier. Ça y est, les chasseurs sont de retour, ils vont le trouver et pouvoir le sortir de cet enfer. Nathan tourne son regard en direction des pas et il voit que c'est aucune des personnes qu'il avait pu voir précédemment au camp. Immédiatement, sa peur se transforme en instinct de survie. Il est hors de question de rester immobile à côté de ce corps avec cet inconnu qui se dirige vers lui. Au moment où il bouge, la personne s'arrête pendant quelques secondes avant de reprendre la marche, cette fois beaucoup plus vite, vers le tunnel. Miraculeusement, l'inconnu n'emprunte pas le même passage que Nathan, ce qui laisse le temps à Nathan de se cacher en contrebas, là où il peut plus le voir. Il entend l'inconnu se rapprocher de l'entrée du tunnel et il entend aussi un bruit métallique, comme s'il traînait quelque chose de lourd derrière lui. L'inconnu rejoint donc le tunnel, Nathan l'aperçoit et en le voyant, tant pis pour la discrétion, il tape le sprint de sa vie dans la direction opposée au tunnel. À ce moment-là, il sait qu'il a été vu et rapidement ses soupçons se confirment puisque pendant qu'il court, il entend
entend derrière lui des branches se craquer et un mec respirer très fort. Forcément, au bout d'un moment, Nathan, son corps faiblit et il se met à avoir des crampes et un point de côté, mais il continue de courir de toutes ses forces le long du chemin. Il est terrifié à l'idée de tomber parce qu'il sait qu'il serait cuit. Il sait que le mec serait tout de suite là pour l'attraper. Mais heureusement, grâce à l'adrénaline, il a pas perdu l'équilibre un seul instant. Après plusieurs minutes de sprint à une telle vitesse, l'homme qui poursuivait Nathan était trop essoufflé pour continuer. Mais même s'il n'entend plus le mec derrière lui, Nathan, il continue de sprinter. Il veut rejoindre les autres. Il atteint le camp principal et il hurle de toutes ses forces qu'il y a eu un meurtre. Il réussit malgré l'adrénaline et la peur plus ou moins à décrire ce qu'il vient de voir, et il se souvient qu'à ce moment-là, il y a juste un grand silence. Tout le monde s'est regardé et personne ne savait quoi dire ou quoi faire. À partir de là, il se souvient pas précisément ce qui s'est passé. Mais évidemment, certains adultes ont appelé la police, d'autres se sont précipités dans la forêt pour récupérer les enfants qui étaient encore cachés. Et cette fois, contrairement à d'autres histoires, la police a retrouvé le suspect. Un mec rôdait dans les bois le long du fameux sentier avec un grand couteau dans les mains. Ils ont aussi retrouvé un sac poubelle noir rempli d'outils couverts de sang séché. Nathan n'en sait pas plus. Tant sur cet homme, tant sur malheureusement cette femme décédée. Ses parents ont pris la situation hyper au sérieux et ils ont toujours été très protecteurs avec lui, donc ils l'ont jamais tenu au courant sur ce qui s'était passé ce jour-là, de manière à ce qu'il puisse lui passer à autre chose. Nathan explique qu'on se remet jamais vraiment d'une telle expérience et qu'encore aujourd'hui il fait des cauchemars dans lesquels il se fait poursuivre par cet homme dans la forêt, il revit la course-poursuite et que quelquefois il finit par se faire attraper. Nathan, grosse force à toi frérot, t'as vécu un truc pas facile, mais ceci dit, grâce à toi, un meurtrier s'est fait choper. Tu peux quand même être fier de ça. Bref, c'est la fin de l'histoire de Nathan que je trouve absolument horrible. On dirait vraiment une fiction, on dirait un cauchemar qui est jamais arrivé, mais lui il l'a vécu pour de vrai. Il est temps de passer à la troisième et dernière histoire, qui est une histoire paranormale, mais vous allez voir, vous allez pas non plus être totalement perdu pour les plus sceptiques du paranormal. Cette histoire, c'est celle de Yanis et les faits remontent à son enfance quand il avait 8 ans. À l'époque, après une longue réflexion, ses parents décident d'acheter une maison en bord de forêt. Ils étaient sceptiques à l'idée de faire ce move parce qu'ils avaient un peu peur des animaux sauvages et qu'il y ait des chiens errants qui viennent manger dans leurs poubelles. Bref, que la vie présente dans la forêt mette potentiellement en danger leurs enfants. Mais bon, finalement la maison était pas très chère, tout le monde était plutôt chaud à l'idée d'habiter en bord de forêt, alors ils font le move. Effectivement, les premiers mois, Yanis et ses frères et sœurs adorent aller explorer la forêt. Mais ils finissent rapidement par arrêter d'aller l'explorer à force de vivre des expériences flippantes et le soir et la journée. Déjà pour eux, le premier signe que quelque chose n'allait pas avec cette forêt, c'est quand ils ont remarqué que leur chien refusait systématiquement d'y entrer. Parfois, ils les voient aussi aboyer en regardant tous dans la même direction, comme s'ils grognaient sur quelque chose, mais Yanis et sa famille ont jamais su sur quoi. Face à ça, une fois, un des frères de Yanis décide de prendre un de leurs chiens dans ses bras et il l'amène jusqu'au bord de forêt pour lui montrer qu'il n'y a rien de dangereux. Sauf que le chien s'est débattu de toutes ses forces et qu'il a sprinté en direction de la maison dès qu'il a retouché le sol. Et puis après les chiens, c'est Yanis et sa famille qui ont commencé à voir des trucs étranges dans cette forêt. Déjà plusieurs fois, quand ils traînaient tard dans le jardin, ils entendaient des bruits étranges qui venaient de la forêt. Bon, probablement des animaux. Mais un jour, au même moment, ils allument une lampe torche en direction de la forêt et voient une silhouette se cacher derrière un arbre. À force de vivre ce genre d'histoire et de les raconter à leurs parents, Yanis et ses frères et sœurs n'ont plus eu le droit d'aller dans la forêt la nuit. Et d'ailleurs, le jour, ils ont le droit d'y aller à condition qu'ils restent à portée de vue des parents. Le temps passe et régulièrement, la famille commence à entendre des coups sur la porte arrière de la maison. Malheureusement, il n'y a jamais personne de l'autre côté de la porte. Un jour, en pleine tempête, quelqu'un semble frapper à répétition à cette fameuse porte. Assez pour que les parents de Yanis se disent que cette fois, c'est peut-être du sérieux et qu'il y a quelqu'un qui cherche peut-être à s'abriter le temps que l'orage passe. Sa mère ouvre donc la porte, mais une nouvelle fois, il n'y a personne, pas même des traces sur le sol. Au bout d'un moment, les parents de Yanis décident donc d'installer des caméras pour voir ce qui se passe. Et même si les coups continuent, à l'image, il n'y a rien. 3 ans après leur emménagement, le frère de Yanis a commencé à faire pas mal de terreurs nocturnes et aussi des crises de somnambulisme. Et quand ça lui arrive, il part toujours par la porte arrière de la maison avant de se diriger vers la forêt. Heureusement, sa mère a le sommeil léger, donc à chaque fois qu'elle entend la porte s'ouvrir, elle court pour le rattraper avant qu'il s'enfonce trop loin. Au bout de la 3 ou 4e crise, le frère de Yanis a demandé à ses parents à voir ce que la caméra a enregistré parce qu'il voulait voir à quoi il ressemblait en pleine crise de somnambulisme. L'enregistrement le montre donc en train de marcher sur le porche à l'arrière de la maison avant de s'arrêter brusquement comme s'il écoutait quelque chose. Puis il secoue la tête et il se met à marcher vers la forêt, comme si quelqu'un ou quelque chose l'attirait ou le guidait vers elle. Un soir, le père de Yanis est dans le jardin et il entend sa fille l'appeler depuis la forêt comme si elle était en détresse. Immédiatement, il se dit qu'elle est peut-être partie explorer trop loin et qu'elle s'est faite mal en tombant sur une branche ou un rocher. Il court en direction de la forêt pour la rejoindre, mais il se rend compte qu'il fait trop sombre pour qu'il y voit quoi que ce soit. Il décide donc de faire demi-tour et de repasser à la maison pour prendre une lampe torche, mais en arrivant, il voit sa fille assise dans le canapé du salon, absolument pas inquiète puisqu'elle n'est jamais sortie. Un jour, Yanis promène les chiens et il entend sa mère appeler à l'aide dans la forêt. Évidemment, il n'hésite pas une seconde et il fonce en direction de la forêt. En s'approchant, il continue d'entendre sa mère l'appeler, mais au moment où il rentre dans la forêt, les chiens aboient, ce qui alerte le père de Yanis qui sort dans le jardin. Yanis lui explique qu'il vient d'entendre sa mère l'appeler à l'aide depuis la forêt, mais son père lui hurle dessus et lui dit que sa mère est actuellement dans la maison.
Suite à ça, le père de Yanis a pris la décision d'installer des barrières tout au long du jardin. Malheureusement, ça n'a fait qu'amplifier les problèmes. Ils se sont mis à entendre de plus en plus de coups contre la fameuse porte et même des coups contre les fenêtres tout autour de la maison. Comme si quelqu'un essayait de voir quelle fenêtre pouvait s'ouvrir. Les terreurs nocturnes de son frère s'intensifient et une fois même, sa mère ne l'a pas entendu sortir de la maison et ils ont heureusement été alertés par les aboiements des chiens avant de retrouver son frère contre la barrière face à la forêt en la regardant immobile. Ces événements s'amplifient tellement que les parents se mettent à chercher une autre maison. Ce n'est plus vivable. Le matin du déménagement, 4 ans après avoir emménagé dans cette fameuse maison, la famille se réveille et voit que la porte arrière est grande ouverte. Immédiatement, ils regardent les rushs de la caméra de sécurité et on y voit la porte arrière s'ouvrir toute seule, doucement, au milieu de la nuit. Heureusement, ce jour-là, ils déménagent et depuis, le frère de Yanis n'a plus jamais fait de crise de somnambulisme. Entre-temps, ils ont reparlé de leur dernier jour dans la maison et le frère de Yanis se demandait si la porte grande ouverte ne voulait pas dire que finalement cette chose, qui pendant tout ce temps a essayé de rentrer dans la maison, avait enfin réussi. Yanis maintenant est un adulte, mais il explique qu'il est jamais très à l'aise quand il va en forêt et surtout, il est persuadé que quelque chose rôdait autour de sa maison d'enfance et que tôt ou tard, s'ils étaient restés, elle aurait fini par réussir à faire ce qu'elle voulait et elle les aurait tous avalés. Je trouve cette histoire incroyable parce que les parents, eux aussi, vivent des trucs bizarres et surtout, le père de Yanis et Yanis se rendent compte beaucoup plus tard qu'ils ont vécu un truc en commun, ils ont tous les deux entendu la voix d'un proche dans cette forêt, comme si elle essayait de les attirer. Décidément, les forêts, c'est pas mon délire. Du tout. Bref, c'est la fin de ce thread d'horreur, j'espère qu'il vous a plu. Moi, je l'ai adoré. On se retrouve le mois prochain pour un autre. Prenez soin de vous. Je sais pas trop quand cette vidéo sort, mais bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Courage pour le taf à ceux qui taffent. Et puis voilà, profitez quand même du soleil. Allez, vous pouvez disposer. Allez-y, amusez-vous les enfants. Allez faire un cache-cache dans la forêt.